Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors vous avez un petit fétiche, vous aimez le cuir et les fouets? La vidéo est pour vous parce qu'aujourd'hui on analyse le tome de bataille des Daughters of Cain. Alors c'est une belle surprise de la part de Games Workshop. Les Daughters of Cain avaient déjà eu un tome de bataille il y a quelques mois de ça. Et là on a une nouvelle version. Et aujourd'hui pour analyser cette nouvelle version, j'ai avec moi Yann qui les a joués abondamment dans la dernière année, qui les a apportés à plusieurs tournois. Mais avant toute chose, avant de commencer l'analyse, on se doit de remercier le Griffon, notre boutique locale, qui nous fournit dans le fond les tomes de bataille et commandite par le fait même nos vidéos. Alors, c'est une super boutique ici à Sherbrooke, sur la rue Wellington. Si vous avez la chance, allez faire un petit tour. Si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez aller sur leur site Internet. Le lien va être en description. Si vous avez besoin de jeux de société, de cartes Magic ou évidemment de figurines de Games Workshop, le Griffon est là pour vous. C'est une super boutique. Je vous encourage à aller les encourager. Et si vous passez par là, ben, leur mentionner peut-être que c'est en écoutant la vidéo d'AOS Geeks que vous avez pensé faire affaire avec eux. Alors, sur ça, on va commencer, Yann, avec tes impressions sur ce nouveau tome de bataille. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais d'abord, j'ai été surpris qu'on ait un nouveau Battletome si rapidement. Mais c'est une belle surprise parce que c'est un très beau Battletome. Il s'inscrit vraiment dans la lignée des Battletomes V3, c'est-à-dire que c'est un Battletome dont les règles rendent très, très bien le fluff de l'armée. Donc, vraiment, l'essence de l'armée est claire et distinctive et on l'a vraiment comme on l'a eu dans les autres Battletomes. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Et je dirais même que c'est une belle amélioration par rapport au Battletome précédent qui nous, actuellement, pour le compétitif, orientait vers un seul modèle de liste, alors que là, avec ce Battletome-là, on arrive au grand retour, finalement, des listes de combat. C'est la nature des Daughters of Cain. Ce sont des gladiatrices, ce sont des combattantes au corps à corps, et c'est vraiment, là, on a le retour de ces listes-là qu'on va voir grâce à ce nouveau Battletome-là. Et c'est aussi un Battletome qui va être fidèle à la tradition des Daughters of Cain, c'est-à-dire que ça va vraiment être une armée de buffs, de zones d'effet. On va avoir besoin de nos héros pour rendre nos unités très, très létales, mais qui demeurent encore une fois très fragiles. Donc, le sang va couler, du sang pour le dieu du sang. Je dis bien Cain et non Khorne. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un beau Battletome qui met à jour les Daughters of Cain là, en V3. Et là-dessus, justement, contrairement aux autres Battletomes V3 qui ont vraiment transformé l'armée, qui ont amené un nouveau style de jeu. On l'a vu avec les Night Hunt, on l'a vu avec Nurgle, on l'a vu avec Stormcast. C'est vraiment des Battletomes qui repensaient la manière de jouer l'armée. On n'est pas là du tout avec les Daughters of Cain. C'est vraiment plutôt une mise à jour du Battletome. Par exemple, les Daughters of Cain avaient plusieurs règles qui amenaient à des relances, des jets. Évidemment, en V3, on est en train d'éliminer toutes les relances, donc là, on va avoir des +1. Donc, c'est beaucoup une réécriture de règles existantes, quand même quelques nouveaux ajouts vraiment intéressants, mais dans l'ensemble, c'est une très, très belle mise à jour qui rend bien ce que devraient être les Daughters of Cain sur le champ de bataille. Tu parles d'une belle mise à jour, juste une petite mention pour la page de couverture du tome de bataille. Je trouve que l'image, elle est superbe, là, ils ont bien rendu Moratif. Alors, on commence avec les attitudes d'allégeance, les traits de bataille. Il y en a plusieurs qui vont être structurants pour l'armée. D'abord, bon, on a les temples de Cain. On verra qu'il y a 6 sous-factions qu'on peut choisir lorsqu'on joue les Daughters of Cain. Et ensuite, on a une première aptitude d'allégeance qui est la fureur de bataille. Oui, c'est une action héroïque qui va s'ajouter à celle qu'on peut déjà faire là, grâce au manuel du général. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner 2 attaques supplémentaires aux armes de mêlée de la héroïne. Par contre, il y a une petite restriction qui est fort heureuse pour nos adversaires, c'est que ça ne peut pas être un héros qui est un monstre. Donc, la Shadow Queen ne peut pas se donner plus une attaque sur l'ensemble de ses attaques de mêlée. C'est bien dommage, mais ça aurait été un petit peu abusif, j'en conviens. Malheureusement, nos autres héroïnes ne sont pas très fortes en combat, donc le +2 attaques va avoir une incidence assez limitée. Par exemple, la Hag Queen, la Slaughter Queen ont 4 attaques, 3+3+, -1 D3. Donc, on va se rajouter, on va passer à 6 attaques à D3. C'est pas énorme comme impact, mais on va aussi le voir. Les héroïnes vont pouvoir, notamment la Slaughter Queen, attaquer en face de héros. Donc là, on se retrouve à attaquer 2 fois dans le même tour. Donc, le +2 attaques devient +4 attaques. Donc, c'est pas inintéressant. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser occasionnellement, mais que dans la plupart des situations, on va choisir d'autres actions héroïques, notamment le point de commandement supplémentaire, parce que les Daughters of Cain, c'est une armée qui a aucun moyen de générer des CP
au-delà de ce qui est généré dans les règles de base. Donc, ils n'ont pas de héros qui génèrent des CP de manière particulière ni rien. On sait que les points de commandement, c'est très, très précieux. Donc, je pense qu'on va souvent opter plutôt pour l'action héroïque qui nous permet d'avoir un CP de plus. Ensuite, on a gagné une aptitude de commandement. Et je le disais dans la review qu'on a faite des Nighthunts, je trouvais que c'est un livre intelligent, mais là aussi, c'est une aptitude de bataille qui est intelligente de la façon qu'elle est pensée. Alors, je te laisse la présenter puis la commenter. Oui, tout à fait. En fait, cette aptitude de commandement-là va permettre de donner les 6 explosifs à une de nos unités. Donc, les jets de touches non modifiés de 6 en mêlée vont faire 2 touches plutôt qu'une. Et c'est très bien pensé, comme tu le dis, parce qu'on va le voir tantôt dans les rites de sang. On a une de nos habiletés d'allégeance qui va être d'avoir +1 au jet de touche à toute l'armée. Donc, une fois qu'on a atteint ce bonus-là, on n'a plus besoin de l'habilité All-Out Attack, attaque en règle. Donc, on a un autre moyen, une autre aptitude de commandement qui nous permet d'aller augmenter la létalité de notre armée avec les 6 explosifs. C'est un peu comme ils l'ont fait pour les Night Hunt qui ne peuvent pas utiliser All-Out Defense. On leur a donné la possibilité d'augmenter leur protection. Là, ici, on augmente la létalité avec le 6+. C'est très bien pensé et très fluff. Tu parles de létalité des Daughter of Cain. Elles vont cogner très fort, mais elles sont relativement fragiles. Il n'y a pas beaucoup d'armure sur ces modèles-là, mais elles ont quand même une certaine protection avec la foi fanatique. Oui, les Daughters of Cain, ce sont des gladiatrices, donc elles préfèrent se battre en tenue légère pour pas être encombrées dans leurs mouvements, que toute la grâce de leurs mouvements et de leurs arts martiaux puisse se déployer sans entrave. Mais le problème, c'est que ça expose la peau aux lames adverses. Heureusement, leur foi les protège, leur foi en Cain, donc elles ont une protection de 6+. Sur toute l'armée, c'est très, très bienvenu parce que la plupart des unités vont être sur une sauvegarde à 5+, voire 6+. Donc, très fragile. Et on a un retour des rites de sang, dans le fond, la petite table qui fait en sorte que vous gagnez des bonus, les joueurs Daughter of Cain, à chaque round de bataille. Oui, tout à fait. Donc, au premier round de bataille, on va avoir +1 à nos jets de course. Donc, c'est un changement par rapport à l'ancienne version du Battletome où on relançait les 1 de course. Donc là, on a enlevé toutes les relances. On a un +1, mais le +1 est de toute façon plus fort dans presque toutes les situations que la relance des 1. Donc, ça, c'est très bien. Donc, relance des jets de course. Au tour 2, on va relancer les jets de charge. Pas relancer, pardon, mais avoir +1 au jet de charge, petit lapsus datant de l'ancien Battletome. À partir de la 3e ronde de bataille, on va avoir +1 au jet de touche aux armes de mêlée. 4e ronde de bataille, +1 au jet de blessure des attaques de mêlée. Et à la 5e ronde de bataille, on va avoir une protection à 5+ plutôt qu'à 6+ sur toute l'armée. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'on va avoir différentes manières dans les règles, dans les buffs, dans les habiletés, d'aller augmenter, d'aller chercher ces bonus-là plus rapidement, d'aller augmenter la valeur du battle round en cours, soit pour toute l'armée ou soit pour des unités spécifiques. Donc, en fait, on a 5 manières différentes dans le Battletome, 5 habiletés différentes dans le Battletome qui vont nous permettre d'avancer sur les rites de sang. Et ces habiletés-là vont être cumulables. Donc, une même unité va pouvoir avancer d'1, 2, 3 jusqu'à 4 battle rounds pour les bonus des rites de sang. J'aime ça dans les Battletoads de la V3, on voit ça beaucoup. Il y a un trait de bataille qui est central. Dans ce cas-ci, c'est les rites de sang. Et il y a plusieurs habiletés ou unités qui ont des options pour jouer avec ce trait de bataille-là pour en tirer profit. Donc, je trouve que c'est bien pensé. Absolument. C'est une super belle habileté, très fluff. Hein. Au début, les unités se bougent plus vite vers le combat, donc court, charge. Ensuite, on devient de plus en plus létal. Donc, c'est vraiment très fluff, très bon comme règle. Vraiment le fun. Excellent. On passe ensuite aux optimisations. D'abord, les traits de commandement. Quels sont les traits de commandement qui ont retenu ton attention? Je pense que le meilleur, celui qui, en tout cas, le pique le plus ma curiosité et que j'ai très hâte de tester, c'est orateur zélé. Donc, ça va faire en sorte que quand le général va utiliser l'habileté de ralliement, en fait, on va pouvoir rallier des modèles sur 4+ plutôt que sur 6+. Je pense qu'avec les nouvelles règles, on va le voir, on va voir de plus en plus de blocs assez gros de Witch Elves, de Sisters of Slaughter ou de Melusai. Donc là, pouvoir les rallier sur 4+, je pense que ça va être très bon. Le petit bémol, c'est que, évidemment, les Daughters of Cain veulent être en combat. On ne peut pas rallier quand l'unité est en combat. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs situations où on va avoir perdu des modèles, mais notre unité va être encore engagée.
mais en même temps, avec une armée comme les Daughters of Cain qui est relativement fragile, avec la présence du tir dans le méta, on va apprécier pouvoir rallier des modèles en début de partie après avoir essuyé des phases de tir adverses là, pour pouvoir justement se rendre au corps à corps avec des unités relativement nombreuses pour qu'elles puissent quand même avoir encore un impact. Donc, très beau trait de commandement. Sinon, un autre beau trait de commandement, c'est vrai croyant. Donc, on va ajouter un au numéro actuel là, de la ronde de bataille pour déterminer les aptitudes gagnées par les rites de sang du général. Donc, par exemple, sur un chaudron de sang, ça va plus rapidement aller chercher les +1 pour toucher, par exemple, +1 pour blesser avec l'avatar qui cogne assez fort et tout ça. Donc, ça va augmenter, par exemple, la létalité de notre héros. Donc, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, Sinon, les autres vont être un petit peu plus anecdotiques, peut-être mis à part la maître des poisons, j'allais dire maîtresse des poisons, parce que toutes les unités Daughters of Cain sont, ou du moins tous les héros sont de sexe féminin. Ça fait qu'à la fin de la phase de combat, si notre héros a causé des blessures à une figurine adverse et que cette figurine n'est pas morte, mais à la fin de la phase de combat, elle va subir des 6 blessures mortelles. Donc, je trouve ça intéressant. Si on affronte un adversaire coriace qu'on n'a pas réussi à achever, on va aller chercher un petit D6 blessure mortelle de plus à la fin avec le poison, donc pour peut-être l'achever. C'est bon aussi parce que même si notre général a été tué par la cible, ben, le poison est là, donc à la fin de la phase de combat, il y a le D6 blessure mortelle quand même. C'est pas ce qui est le plus fort. Je pense que l'orateur zélé, là, dans la plupart des listes, va être beaucoup plus intéressant, mais quand même, si on veut augmenter un peu la létalité de notre héros, pourquoi pas? Sinon, il y a moyen d'aller guérir, donc avec bain de sang, notre héros, donc à chaque fois que notre héros va tuer, notre général, pardon, va tuer une figurine ennemie, il va se guérir d'une blessure. C'est conditionnel à ce qu'on ait des adversaires qu'on puisse tuer en quantité suffisante, donc moins fiable. On a aussi la possibilité que notre sorcier, donc la méduse, connaisse tous les sorts du domaine des ombres. C'est pas inintéressant, mais elle lance seulement un sort par tour, donc je suis pas certain qu'on a besoin qu'elle connaisse tous les sorts. Si on a besoin d'une boîte à outils qui va connaître tous les sorts, je pense qu'on va jouer Moratikane, qui lance 3 sorts par tour et qui les connaît tous. Donc voilà. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière, c'est sacrificateur sanglant. Donc, si notre général a tué une ou plusieurs figurines ennemies pendant la phase de combat, elle va pouvoir se attaquer une seconde fois à la fin de la phase de combat. Donc, encore une fois, c'est conditionnel à ce qu'on ait des adversaires qui sont suffisamment vulnérables pour pouvoir être tués, pour qu'on puisse réattaquer. Donc, un petit peu plus situationnel aussi, il y a mieux que ça. Oui, mais là, on pense revoir les unités de ligne davantage, Ouais. les unités d'infanterie davantage. Donc là, on est plus certain, là, si on est sur un chaudron, par exemple, on est plus certain de tuer au moins un modèle pour pouvoir réattaquer une deuxième fois. Fait qu'il faudra voir avec le prochain méta à quel point ça va devenir intéressant ou pas comme trait de commandement. Ensuite, on a des artefacts. On a, je crois, 3 tables d'artefacts différentes. La première table, c'est pour les héroïnes, tout simplement, Daughter of Cain, n'importe laquelle. Est-ce qu'il y a des artefacts parmi ceux-ci qui sont particulièrement bons? Ben, la couronne de douleur est celle qui a retenu mon attention prioritairement. Elle va faire en sorte, en fait, que les unités ennemies qui se situent à 9 pouces de notre général ou de notre porteur, pardon, ne pourront pas recevoir l'ordre de ralliement et ne pourront pas recevoir l'ordre de présence exaltante, donc Inspiring Presence, pour réussir les jets de déroute automatiquement. Et si notre héroïne a tué un modèle ennemi, pour le reste de la bataille, cette bulle d'effet-là augmente à 15 pouces de rayon plutôt que 9 pouces. Donc là, ça commence à être une très belle portée, 15 pouces. Donc là, l'adversaire ne peut plus utiliser présence exaltante. Ça peut commencer à être très ennuyeux contre plusieurs adversaires. Moi, je pense que c'est une très belle habilité. Euh, Sinon, il y a encore une possibilité d'aller guérir, hein. On choisit une des armes du porteur avec la lame sorcière et chaque jet de touche non modifié de 6 va guérir une blessure. Donc peut-être sur une Hag Queen ou Slaughter Queen sur Chaudron, ça pourrait être intéressant, mais c'est seulement 4 attaques, donc on ne lancera pas nécessairement un 6 dans la phase de combat. Donc ça me paraît plutôt aléatoire et marginal comme habilité. Sinon, le venin fléau du sang, ça se passera pas. Il faut avoir blessé une figurine adverse, qu'elle ne soit pas morte,
Puis là, ensuite, on peut lancer un dé pour tenter de battre sa caractéristique de bravoure, puis additionner les points de vie restants. Bref, il faut comme que le modèle qu'on a ciblé ait assez de points de vie pour qu'on ne l'ait pas tué avec nos attaques, mais sa caractéristique de blessure soit assez basse pour qu'on puisse la battre par la suite. Je pense que ça ne se passera pas. Et finalement, il y a Rune de Kane qui est intéressante parce que ça va permettre à notre porteur d'attaquer après avoir été tué. Donc, attaquer une dernière fois au moment de sa mort. Donc, sur un chaudron, hein, sur une Hag Queen ou Slaughter Queen sur un chaudron de sang, ça peut être intéressant, même si je pense que la couronne de douleur est le plus intéressant là, dans les artefacts de cette catégorie-là. Et on a deux autres catégories. La prochaine catégorie s'adresse uniquement aux sorcières Daughter of Cain. Il y a 3 artefacts. Lequel est le meilleur? Oui, et donc nos sorcières, en fait, c'est seulement la méduse qui vient en version à pied ou sur chariot. Donc le premier, en fait, artefact va lui permettre de doubler la portée des sorts persistants qu'elle va lancer. On va le voir qu'il y a un sort persistant chez les Daughters of Cain, la vipère, qui est assez intéressant. Donc si on joue la vipère, qu'on a l'intention que ce soit notre méduse qui le lance, on pourrait penser jouer cet artefact-là. Par contre, si on désire donner un artefact de pouvoir à une méduse, on va opter plutôt pour la pierre d'ombre parce que ça va lui permettre d'avoir un bonus de +1 au lancement de sort du domaine des ombres. Donc, venir fidéliser notre lancement, surtout que Mindraiser maintenant se lance sur du 8. Donc, on va vouloir fidéliser ce sort-là qui est extrêmement fort. Donc, je pense que la pierre d'ombre va être meilleure. Et le troisième artefact, en fait, ça permet, une fois par bataille, au porteur de se téléporter à la phase de mouvement. Donc, plutôt que de faire un mouvement normal, on va déplacer la figurine et la replacer n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Je pense pas qu'on est dans une armée qui a tant besoin de téléportation, surtout pas de la méduse, en fait, parce que c'est pas l'unité qui a le plus grand effet de buff. Elle va permettre de buffer, en fait, un petit peu les mélusailles. Donc, ça pourrait permettre peut-être de la replacer là où on a besoin de ces buffs sur une unité de mélusailles. Mais c'est une fois par bataille, on sacrifie un artefact pour ça. Je suis pas certain que ça va être souvent choisi. Excellent. Et on passe ensuite aux reliques de Cain, qui sont des artefacts pour les prêtres cette fois-ci. Ouais, malheureusement, les artefacts pour les prêtresses ne sont pas très bons, mais les prêtresses elles-mêmes, on va le voir tantôt, sont très bonnes. Donc, le premier artefact, en fait, permet à la porteuse de connaître une prière supplémentaire. Oui, c'est intéressant parce qu'on a 3 ou 4 prières qui sont très bonnes dans le domaine, mais connaître une prière de plus sur une prêtresse qui connaît qui lance, pardon, seulement une prière par tour, je pense pas que ça vaut la peine de dépenser là, un artefact seulement pour cela. Et c'est la même chose pour le pendentif Kénite qui va pouvoir être utilisé une fois par bataille et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réussir automatiquement une prière. D'une part, nos prières sont très fortes, mais pas assez pour qu'on se dise, je vais utiliser un artefact pour être sûr de passer ma prière au tour que je le veux une fois dans la bataille. Et en plus, les avatars de Cain vont donner un +1 au jet de prière des prêtresses à proximité. Donc, nos prêtresses vont généralement réussir leur jet de prière sur un 2+. Donc, c'est déjà très, très fiable. Cet artefact-là est donc inutile à ce moment-là. Au moins, on a d'autres bons artefacts dans les 2 tables précédentes. Là, c'est pas le choix qui manque. On passe ensuite au domaine de sorts. Il y avait d'excellents sorts dans l'ancien domaine. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ben certainement, on a Mindraiser qui revient, qui est encore sur du 8 par contre, donc très difficile à lancer, mais qui va faire en sorte que la perforation des attaques de mêlée de l'unité ciblée va augmenter de 1, donc déjà c'est très bon. Et sur la charge, les dégâts des armes de mêlée vont être augmentés de 1 aussi de l'unité. Donc se donner +1 de perforation, +1 de dégâts sur la charge, c'est monstrueux comme effet statistique, là, nos unités deviennent des moissonneuses-batteuses carrément. Par contre, c'est tellement pas fiable sur du 8 que quand j'ai fait les calculs statistiques là, pour vous donner une idée des impacts des différents buffs qu'on peut mettre sur les unités, et je vais vous les présenter tantôt, je n'ai même pas fait les calculs pour Mindraiser,
parce que c'est pas assez fiable comme buff. On peut pas y compter. C'est un beau bonus. Quand ça passe, on va le prendre, on va être content, puis pas notre adversaire. Mais c'est pas assez fiable, d'autant plus que tous les autres bonus qu'on peut se donner, tous les buffs qu'on peut se donner chez les Daughters of Cain sont relativement très fiables. Si c'est une caractéristique des Daughters of Cain, c'est d'être une armée très, très fiable statistiquement. Le rasoir mental, lui, est un peu plus un billet de loterie. Donc, mais ça reste un sort très, très fort. Je pense que si on a Morathi Cain sur le jeu, on va essayer à chaque tour un de nos 3 sorts pour rasoir mental, là, assurément. Un autre sort qui est intéressant, c'est le destrier d'ombre, en fait, qui va faire en sorte que sur un 6+, notre porteur va avoir le mot-clé vol et un mouvement de 16 pouces. Nos chaudrons sont relativement lents, c'est 6 pouces, et c'est des pièces qui permettent de buffer. Donc, si on décide, par exemple, de donner le tombe arcanique à une Slaughter Queen ou Hag Queen sur chaudron de sang, ben, ça va peut-être lui permettre de lancer ce sort-là, d'avoir beaucoup plus de mobilité, puis d'aller placer nos buffs là où on en a besoin. Mais en même temps, est-ce qu'on va vraiment choisir un artefact pour peut-être passer un sort et ainsi de suite? Je ne sais pas. Puits de ténèbres n'est pas très bon, là, ça fonctionne, ça fait des blessures mortelles en fonction de la caractéristique de mouvement de l'unité adverse. C'est pas fiable du tout, on ne jouera pas ça. Un sort iconique qui revient, c'est la danse symétrique. La danse symétrique revient à sa version de la V1, donc du premier Battle Tome des Daughters of Cain. Ça va permettre de choisir 2 héroïnes Daughters of Cain à 18 pouces de la sorcière et de les changer de place si aucune des deux n'était à moins de 3 pouces, donc était engagée avec une unité ennemie. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de téléporter 2 unités, mais ça permet seulement de les changer de place. On doit les replacer à 1 pouce d'où était l'héroïne avec laquelle on fait l'échange. On peut penser déjà à toutes sortes de petits trucs. Par exemple, ça permet de déplacer la Shadow Queen, l'amener complètement ailleurs sur le champ de bataille. Comme ça se fait en phase de héros, ça n'empêche pas de faire un mouvement en phase de mouvement par la suite. Donc, ça pourrait, par exemple, nous permettre d'aller charger avec la Shadow Queen une unité que l'adversaire pensait hors de portée. Ça permet peut-être d'aller saisir un objectif de cette manière-là. Nos héroïnes aussi ont des fonctions de buff vraiment importantes, donc ça permet peut-être de replacer les bons buffs aux bons endroits à certains moments. Par contre, c'est très contraignant parce que ça prend absolument 2 héroïnes à porter et il faut que ce soit 2 héroïnes qu'on a envie de changer de place l'une avec l'autre. Donc, il y a une contrainte vraiment importante sur ce sort-là qui va faire qu'il ne sera pas tout le temps pratique. C'est peut-être pas aussi bon qu'un sort purement de téléportation. Ça va faire partie de la boîte à outils de Morathi. Là. Je pense que c'est pas un sort d'en discuter ensemble. C'est pas un sort nécessairement qu'on va choisir pour notre méduse. Mais Morathi connaît tous les sorts. De temps en temps, ça va tellement être amusant de Ouais. sortir ce sort-là. L'adversaire ne le verra pas venir. Oups, la Shadow Queen se déplace. Puis après ça, elle va charger. C'est terrible. Oui, vraiment. Oui, il y a des beaux trucs à faire. Sinon, un sort sympathique, c'est affaiblissement. Donc, lancement de 7, portée 18 pouces, on vise une unité ennemie. Puis ensuite, toutes nos unités vont avoir +1 à leur jet de blessure contre cette cible-là. Donc, une autre manière de buffer nos unités en leur donnant un +1 au jet de blessure. Puis, ça assure d'annihiler la cible si on le souhaite. Euh, Puis finalement, on a Suaire du désespoir là, qui est pas très bon parce que ça sert à diminuer la bravoure adverse. Donc, on sait que c'est pas quelque chose qui est déterminant dans le méta en ce moment. Donc, quand même un bon domaine de sorts. Tu as des Ouais, belles options, puis des sorts qui sont classiques comme rasoir mental. On ouais. passe ensuite aux bréviaires des prières. Aussi, là, on a des prières qui étaient très bonnes, puis qui sont de retour avec cette nouvelle édition. Oui, les prières cultes, sans mauvais jeu de mots, reviennent dans le bréviaire. Donc, on a le catéchisme du meurtre que tout le monde connaît, autant ceux qui l'ont joué que ceux qui l'ont subi. Donc, ça permet de donner les 6 explosifs. Donc, les jets de touches non modifiés de 6 font 2 touches à l'unité ciblée. Donc, c'est une deuxième manière de le faire. On a une habilité de commandement de faction qui nous permet de le faire. Et là, on a une prière qui nous permet de le faire. Donc, on peut avoir 2 unités par tour qui ont les 6 explosifs. Belle manière d'augmenter la létalité de notre armée. J'aime bien aussi la bénédiction de Cain, en fait, qui permet de relancer le jet de foi fanatique. Donc, si on a besoin de tanker un peu, on relance notre ward save. C'est sûr que c'est une protection à 6+, donc la relance n'a pas un impact énorme, mais on se souvient qu'on va être capable d'aller chercher une sauvegarde à 5+, une protection à 5+. Donc là, relancer une protection à 5+, ça devient extrêmement tanky. Hein. C'est à peu près 55% des blessures qui sont filtrées avec un 5+ relançable. Donc, c'est une belle prière. Ensuite, on a le sacrifice du martyr qui va faire en sorte que notre unité qu'on a ciblée
va renvoyer sur 5+, une blessure mortelle à l'adversaire à chaque fois qu'un modèle va mourir. Donc, c'est intéressant à lancer sur un cordon qui va servir d'écran ou sur une de nos unités qui va se faire charger ou qu'on sait qu'elle n'attaquera pas en premier dans l'ordre d'activation. Ça nous assure que même si nos modèles faiblement armurés meurent en grand nombre, ben, on va avoir environ 33% de nos modèles qui meurent, qui vont renvoyer une blessure mortelle à l'adversaire. Donc, ça, c'est quand même un beau petit truc qu'on peut avoir aussi. Ensuite, on a la résurrection pourpre qui permet de guérir des 3 blessures à une unité. Donc, ça va être intéressant sur nos chaudrons de sang pour augmenter leur durabilité. On sait aussi que nos chaudrons de sang sont des héros, donc peuvent aussi faire le Heroic Recovery, donc en action de héros, en phase de héros. Donc, ça nous permet de, avec cette prière-là, peut-être guérir 2 fois des 3 blessures mortelles sur notre chaudron de sang. Là, on commence à avoir une belle résilience avec cette capacité de guérison-là. Ensuite, on a le couvent du cœur de fer, qui est vraiment intéressant aussi parce que ça va permettre d'immuniser au Battle Shock une de nos unités. Donc, on risque d'avoir beaucoup de listes Daughters of Cain où on va avoir plusieurs blocs, par exemple, de 10 ou 15 Melusai, de 20 ou 30 Witch Elves ou Sister of Slaughter. Souvent, il y a plus qu'une unité qui vont subir des pertes dans le tour. Donc, on peut avoir souvent plus qu'un jet de Battle Shock à faire. Donc, pouvoir en immuniser une à la bravoure, ça nous économise un CP ou ça nous permet de ne pas perdre des modèles qu'on aurait perdus par ailleurs, d'autant plus que dans les versions précédentes, le brouet de sang que les Hag Queen ont immunisait l'unité ciblée au jet de Battle Shock. Là, c'est plus le cas. Donc, cette prière-là est notre seule ressource pour s'immuniser au au test de déroute. Donc, c'est un bon sort aussi. Et finalement, donc, on a le sacre de sang qui va en fait ajouter 1 au numéro du round de bataille quand on compte les bonus des rites de sang. Donc, ça nous permet d'avancer sur notre table de bonus de faction avec cette prière-là. Donc, on le voit, toutes les prières sont bonnes. On a 6 belles prières. Il y a des choix qui vont devoir être faits et ça va nous amener peut-être à vouloir jouer plusieurs prêtresses pour pouvoir avoir plusieurs prières qui vont pouvoir être lancées de manière relativement fiable. Sur la charte, c'est des prières qui passent sur du 3+, à proximité d'un avatar de Cain, ça va être sur du 2+, donc très, très fiable comme prière. Donc, ça va encourager à jouer plusieurs prêtresses. À mon avis, vous n'aurez pas assez de prêtresses, les joueurs Daughter of Cain, pour lancer toutes les prières que vous aimeriez lancer dans un tour. Non, assurément. On passe maintenant au temple. Il y en a 6 et les 6 temples apportent des constructions de listes différentes. Ils sont intéressants. Il y en a quand même qui sortent du lot. Lesquels sortent du lot? Peut-être les présenter, les 6, puis donner tes impressions pour chacun? Oui, certainement. Le premier, c'est Agnar. C'est le temple mère, la maison mère des Daughters of Cain, là où est Moratti. Et l'habilité qui va venir avec ce temple-là, c'est qu'on va ajouter 1 au numéro de la ronde de bataille pour déterminer là, les aptitudes gagnées par la table des rites de sang. Donc, on va plus rapidement aller chercher notre +1 pour les jets de toucher, pour blesser, et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit tantôt, ces habiletés-là sont cumulables avec les autres habiletés. Donc, on va se retrouver facilement avec des unités qui sont 2 ou 3 tours de bataille en avance là, sur la table des rites de sang. Donc, ça, c'est très intéressant. En Agnar aussi, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir jouer un chaudron de sang de plus que ce qui est permis là, pour le compte maximal des Behemoths. Donc, le chaudron de sang n'est pas un monstre, mais c'est un Behemoth. On est limité dans les listes de 2000 points à 4 Behemoths. On va pouvoir en jouer 5 si on est en Agnar, si notre 5e, c'est un chaudron de sang. Ça m'étonnerait qu'on voit ça, autant de Behemoths dans une liste Daughters of Cain, mais ça devient possible. Sinon, le deuxième temple qu'on a, c'est Dreichi Ganet, qui est vraiment pour ceux qui vont vouloir jouer des elfes, donc des sœurs du massacre et des Witch Elves. Et l'habilité que ça va donner, c'est que sur la charge, nos Witch Elves et Sisters of Slaughter vont gagner 1 à leur perforation d'armure, ce qui augmente leur létalité de manière significative. Et ce n'est pas le seul moyen qu'on va avoir d'augmenter leur perforation. Donc, on va pouvoir assez facilement, dans ce temple-là, se retrouver avec des Sisters of Slaughter ou des Witch Elves qui ont 2 de perforation sur la charge. On sait que ce sont des unités qui saturent énormément. Elles ont 3 attaques chacune. Souvent, on va les jouer en bloc de 20, donc on va se retrouver avec 60 attaques à perforation 2. Ça commence à faire très, très mal. Je vais vous montrer des statistiques tout à l'heure. Là, c'est vraiment des unités qui peuvent devenir des moissonneuses-batteuses. C'est de toute beauté. Donc, temple intéressant. C'est sûr que ce qui est un petit peu moins intéressant, par contre, ici, c'est que pour les Sisters of Slaughter, une de leurs
aptitudes très, très fortes. Le pile-in à 6 pouces, elles peuvent faire un mouvement d'engagement lorsqu'elles sont à 6 pouces de l'adversaire et s'engager de 6 pouces. Donc, pour éviter d'avoir à charger, pour aussi pouvoir jouer avec les jeux de priorité là, pour l'activation dans les phases de combat. Donc, si elles pile-in, elles n'ont pas chargé, donc elles ne gagnent pas le -1 de perforation d'armure, mais quand même, ça permet de charger avec une unité, l'unité avec laquelle on veut frapper en premier. On a notre bonus de perforation, puis on pile-in à 6 pouces avec nos Sisters of Slaughter ailleurs après que l'adversaire a activé. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Et en plus, Dredchi Gannett va nous permettre d'avoir une unité de Witch Elves ou de Sisters of Slaughter augmentée, donc de plus que ce que permettent les règles. Donc, puis ça peut être une ou deux augmentations. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Ensuite, on a Keltnar qui va donner repli et charge à toute l'armée. Donc, on augmente notre mobilité, on fait en sorte que Morathi, la Shadow Queen, ne peut pas se retrouver engluée avec une grosse unité avec laquelle elle va avoir de la misère là, à passer à travers puis à se déprendre. Donc là, vraiment, ça donne une très, très belle mobilité. Donc ça aussi, c'est un temple qu'on va certainement voir jouer. Retraite et charge sur toute l'armée. C'est très, très bon. On en parlait dans notre review du Battle Tome Night Hunt, à quel point c'était très bon parce que c'est une habileté d'allégeance maintenant pour les Night Hunt. Donc, on a ça en Keltnar. Celebron est peut-être le temple qui va être un des deux qui vont être le moins joué. Tantôt, je parlais de 3-4 très bons temples. Celebron fait partie des deux qui tirent un petit peu de la patte, selon moi. Par contre, il est différent de ce qu'on voit dans les sous-factions habituellement en V3. C'est le premier, en fait, la première sous-faction, à ma connaissance, dans les BT V3 qui vient non pas avec une aptitude, mais avec vraiment en fait, qui vient avec une aptitude de commandement et non avec un bonus statique. Et cette aptitude de commandement-là, en fait, va faire en sorte qu'on va pouvoir téléporter une unité n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Pourquoi est-ce que je pense que c'est moins bon? C'est que je pense qu'on va avoir notre mobilité ailleurs avec les Daughters of Cain. On a les Kinérailles qui peuvent apparaître n'importe où sur le champ de bataille. On a des unités qui ont un bon mouvement. Les Kinérailles à 14 pouces de vol, Morathi, la Shadow Queen avec 14 pouces de vol. Donc, est-ce qu'on a besoin de cette téléportation-là en plus? Je ne pense. Ce temple-là, en plus, débloque en ligne les Shadow Stalkers. Par contre, même si les Shadow Stalkers étaient très joués là, jusqu'à l'arrivée de ce Battle Tome-ci, je pense qu'ils vont être beaucoup moins joués parce qu'ils ont été nerfés, comme on va le voir tantôt. Donc, c'est une unité qui devient vraiment moins intéressante. Donc, Celebron, un peu moins intéressant comme temple. Ensuite, on a la Crête. C'est l'autre temple que je pense qui va être un peu moins joué. C'est un temple qui mise sur le spam de sorts du massacre parce que ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à nos sorts, pour chaque unité, en fait, de sorts du massacre, qui a attaqué, on va lancer un dé. Et sur 4+, cette unité-là va pouvoir rattaquer une deuxième fois à la fin de la phase de combat. Donc, il faut beaucoup d'unités. 4+, c'est pour en profiter. 4+, c'est pas très fiable. En plus, ben, vu que c'est une attaque à la fin de la phase de combat, ça donne le temps à notre adversaire d'activer, de tuer des sorts du massacre qui sont sur une sauvegarde à 6+ ou 5+. Donc, un petit peu moins bon. Je pense qu'on va quand même aller plutôt du côté de Dredchi Gannett si on veut jouer beaucoup de Witch et de Sisters, comme je disais tout à l'heure. Et finalement, le dernier temple, qui est vraiment intéressant pour ceux qui vont jouer des listes Melusai, c'est le Zentarkai. Donc, d'abord, ça débloque en ligne nos unités de Melusai, autant les Bloodstalkers que les Blood Sisters, donc qui deviennent Battle Line. Et ça va faire en sorte aussi que lorsque une Melusai est tuée, et retirée du combat, elle peut attaquer avant en fait d'être retirée du jeu. Donc, c'est bien, ça assure que nos Melusai, avant de mourir, peuvent attaquer. Et dans certains cas, lorsqu'on a activé en premier, l'adversaire riposte, mais on va pouvoir attaquer une deuxième fois avec les Melusai qui meurent. Donc, intéressant, surtout pour les constructions là, en corps à corps, moins pour les Bloodstalkers, mais pour les Blood Sisters, c'est une belle habileté. Donc, beau temple aussi. Donc, on a vraiment 4 beaux temples qui orientent des constructions de listes différentes aussi. Donc, très, très beau travail de Games Workshop. Il va y avoir plusieurs constructions de listes différentes. C'est le fun. On n'aura probablement pas juste une construction de liste comme c'était le cas dans la dernière version. Ouais. Alors, on passe à la section jeu égal avec les grandes stratégies, les tactiques de bataille. Alors, d'habitude, les grandes stratégies ne sont pas très bonnes. Est-ce que c'est le cas encore?
Oui, c'est encore le cas. Malheureusement, là, je ne pense pas qu'on va choisir une de ces grandes stratégies-là. Donc, je les présente très rapidement. Je vous explique pourquoi je pense que ce ne sera pas joué. Donc, le premier, le bain de sang. En fait, il faut que tous les héros et tous les monstres ennemis aient subi au moins une blessure ou aient été tués et que toutes les autres unités ennemies sur le champ de bataille aient subi au moins une figurine qui a été tuée. Donc, c'est très contraignant comme situation, là. Puis surtout, on peut imaginer une situation où on n'a pas la priorité à la fin du tour 5, l'adversaire réussit une guérison héroïque, ça y est, il n'y a plus de blessure sur son héros. C'est beaucoup trop contraignant là, pour être réussi. Le deuxième, en fait, c'est que quand la bataille se termine, on doit avoir un avatar de Kane ou un chaudron de sang entièrement dans le territoire ennemi. Encore là, ça nous dicte où nos unités doivent être à la fin de la bataille. J'aime pas ça parce que c'est aussi d'abord et avant tout un jeu de contrôle d'objectifs. À la fin de la bataille, on risque d'avoir besoin de ces unités-là pour contrôler des objectifs. On ne veut pas qu'ils soient en fond de territoire adverse. C'est aussi des unités qui bougent de 6 pouces, donc ce n'est pas nécessairement facile de les amener en zone adverse quand la zone de déploiement là, est limitée à 15 pouces, à 11 pouces ou quand le déploiement est en diagonale très profondément, donc trop risqué. Ensuite, on a une troisième tactique en fait, grande stratégie qui fait en sorte que toutes nos unités amies doivent avoir combattu au moins une fois pendant la bataille ou avoir été détruites. Donc, c'est la plus réaliste parmi les 4 proposés. Par contre, on a plusieurs petits héros buffers, par exemple la nouvelle gladiatrix, qu'on ne veut pas amener en combat et préférablement, on ne veut pas non plus qu'elle meure. Donc, c'est comme une tactique de bataille qui nous amène à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Grande stratégie, plutôt que tactique de bataille, évidemment. Et finalement, le dernier là, implique de détruire une pièce de terrain défendable. Donc, ça, c'est trop aléatoire aussi. Je reviens juste sur Zélote sanguinaire, le fait que toutes tes unités, il faut qu'au moins une fois dans la bataille, aient combattu. C'est quand même très fluff. Ça va avec Oui. l'histoire de Blood of Kane. Un joueur qui veut jouer l'armée fluff se donne comme défi de faire cette grande stratégie-là Ouais. en tournoi, chapeau. Puis ça se fait. C'est difficile, mais ça Ouais. se fait aussi. Fait que je la trouve quand même sympathique, mais évidemment qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus faciles dans le manuel général. On verra d'ailleurs ce que le manuel général dans la prochaine édition va nous donner. Peut-être que là, ça va redevenir plus intéressant parce qu'elles vont peut-être être plus difficiles à faire dans la prochaine version du manuel général à suivre. On passe aux tactiques de bataille. Là, il y a des belles choses là-dedans. Vraiment, ce qu'on aime des tactiques de bataille dans les Battletomes, c'est de nous donner des options supplémentaires à celles qui sont déjà offertes dans le manuel général. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'elles soient faciles à faire à tous les tours, mais on a juste besoin d'un tour où cette tactique de bataille-là est facile à faire, puis on est satisfait. C'est le cas du fracas des armes. Donc, on accomplit cette tactique de bataille si on a au moins 3 unités ennemies qui font un mouvement de charge à ce tour-là. Donc, charger avec 3 unités en Daughters of Kane, ça va être tout à fait réaliste, au moins un tour dans la bataille. Et en plus, si 2 de ces unités-là sont des Witch Elves ou des Sisters of Slaughter, on a un point supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux pour moi, ce point supplémentaire-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de tactiques de bataille qui nous permettent d'aller chercher 3 points plutôt que 2. Et de manière générale, en tout cas dans le manuel du général qu'on a actuellement, c'est quand les tactiques de bataille sont faites avec un monstre. Or, on n'a pas de monstre, sauf Moratti, la Shadow Queen, dans les Daughters of Kane. Donc là, ça nous donne un moyen alternatif d'aller chercher ce point supplémentaire-là en faisant une tactique de bataille. Je trouve que c'est super comme tactique de bataille. Une tactique de bataille qui est très, très fiable à faire, en fait, aussi, c'est le régal cruel. En fait, on accomplit la tactique de bataille si on a au moins 2 unités kinérailles amies qui se déplacent grâce à leur aptitude choc et volte-face. Or, on va le voir, il y a une des 2 versions des kinérailles qui réussit automatiquement l'aptitude choc et volte-face. Donc, si on le souhaite, là, si elles sont sur le champ de bataille. Donc, ça va être très, très facile à réussir comme tactique de bataille. En fait, ça va être automatique dans la majorité des cas, là. Ensuite, on a la marée de lames qui est intéressante aussi. En fait, on doit avoir 2 unités de notre armée de départ qui est entièrement en territoire adverse à la fin du tour. Donc, ça, dans plusieurs scénarios, c'est tout à fait réaliste. Et en plus, encore une fois, si 2 de ces unités-là sont des unités de Witch Elves, on a un point supplémentaire. Donc, on a 2 tactiques de bataille qui récompensent les listes qui jouent plusieurs unités de Witch Elves. Donc, quand je disais que c'est le grand retour des listes de combat,
et de Witch Elf. C'est pas juste à cause des buffs, mais il y a aussi les tactiques de bataille là, qui favorisent ce type de construction de liste-là. Donc, on voit qu'il y a un petit effort qui a été fait de Games Workshop pour ramener les elfes intéressantes à jouer, qu'on n'ait plus juste des listes là, de Bloodstalkers qui tirent de loin 2 fois par tour. Une autre tactique de bataille qu'on verra peut-être moins, c'est le culte de l'exécutrice. Donc, il faut que la grande gladiatrice réussisse à tuer un modèle adverse avec son habilité coup de grâce. On va le voir quand je vais présenter cette charte d'unité-là. Ça n'arrivera pas souvent qu'on va réussir le coup de grâce, donc ça ne vaut pas la peine d'y aller avec ça. On a la haine du chaos. Ça va être bon seulement quand on joue contre des armées de la Grande Alliance Chaos, mais c'est intéressant quand même. En fait, on l'a réussi si on détruit 2 unités du chaos pendant le tour. Donc, c'est tout à fait réaliste de le faire, mais ça va être bon seulement dans certains match-ups. Mais c'est une carte de plus qu'on a dans notre jeu. C'est très appréciable. Et finalement, on a Attaque inattendue, qui n'est pas très bonne non plus. Donc, nos Shadow Stalkers doivent avoir utilisé leur habilité de téléportation et avoir fait un mouvement de charge. Donc, ça implique de réussir une charge à 9 pouces. On ne prendra pas cette tactique de bataille-là, mais quand même, on a 3 très belles tactiques de bataille qui sont assez faciles à réussir dans certaines circonstances et qui vont, dans 2 cas, pouvoir nous donner peut-être un point supplémentaire. Donc, moi, j'ai été très, très, très satisfait de ces tactiques de bataille-là. Il y a des factions à l'heure actuelle qui auraient bien aimé avoir autant d'options que ça bonnes dans leur tactique de bataille. Là, surtout 2 qui donnent des bonus additionnels. On n'a pas vu ça beaucoup dans les Battletomes à l'heure actuelle. Ah non, c'est vraiment super. On a aussi des bataillons. Oui, ben le bataillon, il y en a un qui est celui, la garde Vipérine, en fait, qui inclut notamment Moratti et plusieurs unités. Donc, l'habilité, c'est magnifique. Donc, on va aller chercher une optimisation supplémentaire avec ça. Je pense que ça va être joué dans certaines listes. Si on choisit de faire une liste de Daughters avec Moratti et qu'on ne sent pas le besoin de tenter d'être en une seule pause, peut-être qu'on va aller chercher ça pour aller chercher le magnifique. Mais je pense quand même que les listes en une seule pause vont demeurer la norme quand on joue avec Moratti. Pour ma part, ce ne sera pas le cas parce que je pense que les chaudrons de sang redeviennent très, très intéressants. Mais en même temps, ce n'est pas un bataillon qui permet d'inclure des chaudrons de sang. Donc, je ne sais pas à quel point il va être joué. Et la patrouille de l'ombre, il faut 2 unités de Doomfire Warlocks, 4 unités de Kinerai. Ça n'arrivera pas, à moins de jouer une liste très, très fluff pour le plaisir. En compétitif, on ne verra jamais ce bataillon-là à cause des unités qui le composent. Bon. Ben, même la garde vipérine, je la comprends pas trop parce que Warlord, on est capable avec moins de héros puis moins d'unités d'aller chercher magnifique. Donc, je ne comprends pas trop l'utilité. Ouais, en fait, je pense que notre scan ici nous joue un tour. Hein. Le bataillon, c'est Moratti, une héroïne et puis 2 unités de Mélusaï. Les autres sont en option. Tout à fait. Okay. Alors, on passe maintenant aux chartes d'unité. On commence évidemment avec Moratti. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Moratti? Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'elle l'était avant? En fait, elle a très peu changé et elle est un peu moins bonne malheureusement, mais elle demeure quand même très bonne. Donc, elle est passée à 680 points. On a Moratti Kane et la Shadow Queen pour 680 points, donc un petit up. Sinon, elle a très peu changé. Je la présente rapidement. Donc, elle a quand même des attaques honnêtes en combat. Elle est War Master, maître de guerre, donc elle est générale, même si on a un autre général désigné. Donc, ça veut dire qu'elle a une portée de 18 pouces pour ses habiletés de commandement. Elle nous génère un point de commandement pour le fait d'avoir un général en jeu, même si notre général désigné a été tué, ainsi de suite. C'est une sorcière qui peut lancer 3 sorts par tour en dissiper 2. Malheureusement, avant, elle avait un +1 à ses jets pour lancer des sorts et pour dissiper des sorts et des sorts persistants. Elle a perdu ce bonus-là. Les bons sorts Daughters of Cain, notamment Mindrazor sur du 8, le +1 était vraiment crucial, on l'a perdu. C'est un peu dommage parce que c'est pas très fluff aussi. Hein. Dans le fluff, dans l'histoire, Moratti est une sorcière de très haut niveau. Hein. C'est une des meilleures sorcières elfes qui a jamais vécu. C'est grâce à ses talents de magicienne qu'elle a réussi à sortir du ventre de Slanesh, à se libérer, à survivre. Elle n'a même pas un +1 tout cast. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, je comprends Moratti, puis les listes de Daughters of Cain ont été oppressives pendant longtemps dans le méta. Ils ont trouvé un moyen de nerfer un petit peu sans perdre l'essence de ce qu'est Moratti.
donc en conservant ses principales habiletés. Donc, d'accord, je suis prêt à accepter ce petit nerf. Elle connaît évidemment tous les sorts du domaine de l'ombre, donc ça, c'est très bien aussi. C'est une belle boîte à outils, Moratti. Elle maintient aussi l'habilité de présence intimidante, donc quand on veut la cibler avec des attaques de mêlée ou de tir, on a -1 à nos jets de touche. Et finalement, elle a maintenu aussi l'habilité 2 corps, une seule arme, c'est-à-dire que toutes les blessures qui vont lui être faites vont être transférées sur la Shadow Queen, qu'on va voir tout à l'heure. Finalement, son sort de charte d'unité est resté inchangé aussi. Donc, c'est un sort qui a une superbe portée de 36 pouces qui va se réussir sur du 7 par contre. Puis à ce moment-là, on peut cibler une unité, on va lancer un dé sur un 1, l'unité suit une blessure mortelle. Sur 2 ou 3, c'est D3 blessures mortelles. Et sur un 4+, c'est D6 blessures mortelles. Donc, à 36 pouces, avoir la chance de faire D6 blessures mortelles, c'est quand même un beau sort. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est le retour de l'habilité, donc de l'aptitude de commandement de Moratti Kane qui lui permet de cibler une unité amie entièrement à 18 pouces et de lui permettre de se battre, donc d'attaquer en phase de héros ou de tirer en phase de héros. Donc, le bon vieux combo avec une unité de 15 Bloodstalkers qui tire en phase de héros et qui retire en phase de tir est encore là, existe encore. Il a fait souffrir beaucoup de gens dans les derniers mois, mais dont Vincent. Mais dernièrement, cette liste-là avait un petit peu plus de difficultés dans le méta. Le méta est en train de changer, donc la liste est moins oppressive qu'elle l'était parce que le niveau moyen des armées top méta, à tout le moins, a augmenté, mais c'est toujours là. Donc la construction de liste axée sur le tir avec des Bloodstalkers existe encore. Ce que le Battletome fait, en fait, c'est qu'il ne défait pas cette liste-là. Il rend simplement les constructions de liste axées sur le combat très intéressante. Et cette habileté de commandement-là est quand même très, très bonne, même pour des unités de combat là, attaquées en phase de héros. C'est très, très bon comme habileté. Aussi, on va le voir tout à l'heure, on a une deuxième héroïne qui nous permet d'attaquer en phase de combat. Donc, avec 2 CP, on pourrait avoir 2 unités qui attaquent en phase de combat. On va le voir aussi tantôt, la Shadow Queen, c'est quand même un très, très gros cogneur. Si on la fait attaquer en phase de combat, en phase de héros, pardon, en plus, là, on vient rentabiliser énormément ce monstre-là. Et elle vient évidemment avec sa contrepartie monstrueuse, la Reine de l'Ombre. Oui, qui a subi des petits changements, elle aussi, rien de majeur. Donc, le Earthrender, la lance, l'écorche-cœur, a une perforation de 2. Hein, il y a eu un petit imbroglio au fur et à mesure que des chartes d'unités sortaient là, dans les différents livres dernièrement. On a eu des fois -1, des fois -2. Il y a eu un errata, tout ça. Donc là, c'est simple, c'est -2. Et c'est -2 aussi sur la version Moratti Kane. Avant, elle était à -1. Là, c'est à -2. Donc, la lance est toujours à -2. Cet imbroglio est réglé de manière définitive. Et comme les Daughters of Cain sont une armée qui mise beaucoup sur les buffs, la Shadow Queen, elle aussi, a un effet de buff. Donc, lorsqu'elle est en combat, lorsqu'elle est à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie, elle donne un bonus de +1 à la caractéristique d'attaque des Kinérailles et des Mélusailles qui sont entièrement à 18 pouces d'elle. Donc, c'est une belle manière d'aller buffer nos Mélusailles, principalement les Mélusailles de combat, en leur donnant plus une attaque. Donc, très bel effet totem ici de la Shadow Queen. Avec une bulle de 18 pouces, c'est vraiment une bonne bulle. Puis Shadow Queen, on s'entend, elle va être au corps à corps. On veut l'amener au corps à corps et on sait qu'elle ne mourra pas en un seul tour. Donc, c'est une très, très bonne habilité si on décide de jouer des Mélusailles ou des Kinérailles. Absolument. Sa charte dégressive a été améliorée un petit peu, donc maintenant elle commence à perdre des attaques et du mouvement à partir de la 7e blessure subie plutôt que la 4e autrefois. Donc ça, c'est une tendance dans tous les monstres en V3. Là. Les blessures, les premières blessures subies sont moins punitives. Elle aussi, donc, elle reçoit les blessures que Moratti Kane reçoit et elle a gardé la règle donc qui fait en sorte qu'elle ne peut subir que 3 blessures par tour maximum. Donc, elle a 12 points de vie, donc il est impossible de la tuer avant la fin du 2e tour de bataille. Donc, ça, c'est une de ses grandes forces. Donc, on a ça encore comme habilité. On ne peut pas la slain, donc les habilités qui tuent un modèle lui font automatiquement 3 blessures et c'est tout. Donc, il n'y a aucun moyen, aucun truc pour aller autour de ça. C'est 3 blessures par tour
maximum. Donc, ça en fait quand même une unité qu'on peut jouer de manière assez agressive. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le méta actuel, et c'est ce qui a fait notamment que les Daughters of Cain ont peut-être baissé un petit peu dans le méta dans les derniers mois, c'est qu'il y a plusieurs armées qui sont capables de la gérer, qui sont capables de lui faire de manière fiable 3 blessures par tour dès le tour 1. Donc, souvent, Moratti, contre ces armées-là, va mourir à la fin du tour 2 ou au plus tard au début du tour 3 parce que Moratti ne peut pas se guérir non plus. On peut pas. Il y a une prière chez les Daughters of Cain qui permet de guérir des 3 blessures comme on l'a vu. On ne peut pas cibler Moratti avec cette prière-là. Elle ne peut pas faire l'action héroïque qui lui permet de se guérir non plus. Donc, une belle unité, mais à jouer avec une certaine quand même prudence. On sait que certaines armées peuvent la gérer assez bien, surtout dans le top du méta. Donc, c'est un des facteurs qui m'amène à dire que Moratti est peut-être pas aussi auto-include dans les listes qu'elle l'a déjà été. Moi, je vais être très curieux d'explorer des listes sans Moratti. Une petite note sur Cœur de fer de Kane, c'est une habileté qui, je l'ai entendu critiquer chez certains YouTubeurs anglophones. Moi, j'aime bien l'habileté. On a tellement de factions différentes, avec tellement d'unités différentes. Games Workshop n'a pas le choix. Il faut qu'il essaie certaines habiletés qui se démarquent. Celle de Moratti la démarque. Mais comme tu le dis, les armées sont capables aujourd'hui de la gérer. Avec les Unleashed, on est capable de faire du dégât souvent à son propre tour. Avec le Arc and Ball qu'on peut garder en réserve. Il y a plein de façons de mécaniques pour faire du dommage tant autour de Moratti qu'à notre propre tour. Ça demeure très très bon comme habileté, mais ça peut être géré. Puis je trouve que c'est original. Puis Games Workshop n'a pas le choix d'essayer des habiletés qui sortent dans le fond des habiletés qu'on connaît si on veut garder une certaine saveur particulière aux armées. Donc, pourquoi pas? Le quart de fer, moi, je suis content que ce soit revenu comme habileté. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je me permettrais de faire un parallèle avec Kragnos, en fait. Ce sont autant Moratti que Kragnos, ce sont des unités qui peuvent être très oppressives contre les listes, les armées plus faibles, qui sont pas capables de les gérer. Puis contre les armées top méta, ils sont gérés relativement facilement. Donc, c'est pour Games Workshop, c'est difficile à balancer comme type d'unité, mais comme tu le dis, c'est une belle habileté, très fluff, très le fun. On a Et ensuite un petit tableau. oui, tout à fait. Donc, je voulais vous montrer en fait l'efficacité concrète, statistique de la Shadow Queen. Donc, dans la colonne de gauche de Shadow Queen de base, on voit le nombre de blessures moyennes qu'elle inflige en fonction de la sauvegarde adverse. Donc, par exemple, contre un adversaire qui serait sur une excellente sauvegarde à 2+, la Shadow Queen va faire en moyenne 7,2 blessures. Avec ses attaques, contre une unité qui a une save plus normale à 4+, on est à 12,67 blessures. Maintenant, on sait que les Daughters of Cain, c'est facile d'aller chercher différents buffs. Donc, simplement en allant chercher les 6 explosifs, soit avec l'habilité de commandement ou avec la prière, en allant chercher le +1 au jet de touche, notamment avec les rites de sang, et un +1 au jet de blessure, par exemple avec les rites de sang, mais on va voir qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher ces bonus-là. Donc, +1 to hit, +1 to wound, 6 explosifs. On passe à 13,5 blessures contre une unité qui serait sur une sauvegarde à 2+, plutôt que 7. Puis contre une unité, par exemple, qui est à 4+ de sauvegarde, on passe à presque 24 blessures en moyenne contre 13. Donc, on voit que les buffs, on est capable de buffer pour aller chercher énormément de létalité avec Moratti. Là, on voit la colonne de gauche de Shadow Queen buff. Ça commence à faire très, très mal là, comme unité. Ben, avec les buffs, tu viens presque doubler la létalité de la Shadow Queen. Et je suis sûr que Games Workshop donne la job à des psychologues. Il y a des gens qui ont subi des charges de Moratti buffé qui sont encore sur les traumatismes, j'en suis convaincu, là, qui en ont besoin. Moi-même, j'en fais partie. Je me souviens d'un Archaon qui est disparu suite à une charge de Moratti. Effectivement. Et j'ai même pas mis Mind Razor. Donc, si elle a Mind Razor en plus, c'est monstrueux. C'est complètement monstrueux. Ouais, petit conseil, si jamais votre adversaire réussit à lancer Mind Razor, même s'il lance avec un 9, ça vaut peut-être la peine de considérer la possibilité de dissiper. C'est juste horrible comme ça. Ouais. On passe ensuite à un de nos chaudrons, une de nos versions de chaudron, celui avec la médusaille dessus. Oui, tout à fait. Donc, celui avec la sorcière dessus. Donc, celui-là n'a pas beaucoup changé non plus. Donc, 13 points de vie, 5+ de sauvegarde, donc relativement fragile. C'est une sorcière, la méduse, qui lance un sort par tour, mais en dissipe 2.
Donc ça, c'est quand même intéressant. Encore une fois, le tableau dégressif a changé. Ça commence à baisser à partir de la 7e blessure plutôt que la 4e auparavant. Au corps à corps, ça se débrouille, là. Il y a une petite saturation, mais c'est rien d'impressionnant non plus. C'est pas une pièce qui va pouvoir s'attaquer à des grosses cibles. Ce qui est intéressant de cette unité-là, en fait, c'est qu'elle va avoir une aura qui va toucher toutes les unités ennemies à 7 pouces. Ensuite, on va lancer un dé, on va regarder dans la table. Donc, quand elle est en pleine santé, ça va être sur un 2+. Chacune de ces unités-là, donc, va subir des 3 blessures mortelles sur un 2+. Donc, ça permet de générer des blessures mortelles. C'est pas mauvais. Elle a des blessures d'impact de D3, blessures mortelles sur 2+, sur la charge aussi. Elle a un tir qui est intéressant contre les hordes, portée de 12 pouces. On va lancer un dé pour chaque modèle, chaque figurine à portée, donc à 12 pouces dans l'unité ciblée. On va lancer un dé sur 5+, ça va être une blessure mortelle. Donc, contre les hordes, ça peut commencer à générer quand même plusieurs blessures mortelles, mais c'est moins efficace contre les unités là, plus élites ou contre les monstres. Et une autre habilité intéressante, et c'est surtout pour ça, en fait, qu'on va vouloir la jouer, en plus du fait qu'elle est une sorcière, c'est qu'au début de la phase de combat, on va pouvoir cibler une unité Mélusaille entièrement à 12 pouces, et on va ajouter 1 au numéro du round de bataille pour les bonus du rite de sang. Donc, on a une autre manière ici d'aller chercher plus rapidement nos bonus, notamment pour toucher, pour blesser. Et finalement, elle a le sort d'épérissement qui se lance sur du 5, donc relativement fiable. Et ça va faire en sorte que l'unité ennemie ciblée à 18 pouces va avoir -1 à ses jets de blessure. Donc, c'est notre seul sort de debuff. Toutes les habiletés des Daughters of Cain sont des buffs. On a ce petit sort-là de debuff qui est là depuis le premier Battletome de Daughters of Cain. Il est resté là, il est resté inchangé. C'est correct. -1 to wound, ça fait quand même un petit peu de... Ça diminue la létalité d'une unité adverse. Pourquoi pas? Et c'est 200 points la figurine, donc c'est pas très cher. Non. On passe maintenant à la Férécaille Mélusaille. Ça, c'est la nouvelle, celle-ci? En fait, non, ça, c'est la Iron Scale qui était sortie avec le Battletome précédent. Donc, et la nouvelle qui est sortie avec ce Battletome-ci, c'est la Gladiatrix qu'on va voir tout à l'heure. Donc, notre Iron Scale Férécaille donc, a changé un peu. Elle ne donne plus les mêmes buffs. À mon sens, elle est un petit peu moins intéressante qu'elle l'était. Donc, d'abord, c'est vraiment pas une combattante. Hein, c'est pas elle a 3 attaques, 3+3+, -1 D3, donc rien pour faire peur à personne. Et malheureusement, une de ces habiletés qui est restée inchangée, en fait, nécessite qu'elle tue des modèles adverses. Donc, l'idée, c'est que en phase de combat, si elle a tué au moins un modèle adverse, on va ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque des unités Mélusailles entièrement à 12 pouces jusqu'à la fin de la phase. Donc, c'est très bon de donner plus une attaque à des Mélusailles, mais ça veut dire qu'il faut activer avec la Férécaille en premier et tuer des modèles. Donc, on sait que la Férécaille ne tuera pas beaucoup de modèles, donc l'unité adverse va être encore relativement en pleine forme pour frapper dans nos Mélusailles avant que nous, on puisse activer avec nos Mélusailles et leur +1 attaque. Fait que je pense que c'est une habilité qui est peut-être un petit peu mal pensée. Elle a le toucher de cristal comme toutes les Mélusailles. Là, sur 3+, ça va faire une blessure mortelle à l'adversaire à la fin de la phase de combat. On va voir par contre que cette habilité-là sur les Mélusailles régulières a changé. Et finalement, l'habilité qui est nouvelle chez la Iron Scale, c'est une aptitude de commandement qu'on va pouvoir utiliser à la phase de charge et elle va permettre à une unité Mélusaille de charger même si elle a couru et tiré ou tiré. Donc ça, c'est une formulation un peu malheureuse ici. Je me suis demandé si c'était une erreur de traduction parce que c'est bien écrit. L'unité qui reçoit l'ordre peut tenter une charge même si elle a couru ou tirer le même tour, mais on peut toujours charger même si on a tiré. Et j'ai été voir, en fait, dans la version anglophone du Battletome, et c'est la même formulation. Donc, la traduction est exacte. C'est vraiment une erreur, probablement, d'écriture de la règle en anglais. Donc, je m'attends à ce que ce soit corrigé dans une fac. Donc, ce que je comprends, c'est que cette habilité de commandement-là permet à une unité Mélusaille de tirer ou charger si elle a couru dans le même tour. L'unité qu'on voit en bas de page, c'est la Méduse, donc qui était sur le chaudron qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la version sans véhicule, donc version transport en commun. Donc elle a exactement les mêmes habiletés, donc le même sort. Elle aussi lance un sort, dissipe 2 sorts par tour. Et elle aussi peut donner l'habilité à une unité de Mélusaille pour augmenter leur bonus de 1 battle round sur les rites de sang.
Donc, elle est 130 points pour 6 points de vie. Donc, pour 70 points de plus, on peut l'avoir sur le chariot, aller chercher 7 points de vie de plus. Donc, je pense que quand on a la place dans la liste, on va plutôt choisir de la jouer sur le chariot plutôt qu'en transport en commun parce qu'elle devient très, très vulnérable là, dans sa version. J'allais dire à pied, mais en fait, c'est plutôt à queue de serpent. Excellent. On passe ensuite à l'unité de Shadespire ou Underworld, là, à Morgawet, Gouawet, l'ensanglanté. Oui, on n'a pas avec le Battle Tome, il n'y a pas une petite précision sur la prononciation, malheureusement. Donc, en fait, c'est essentiellement une Hag Queen, donc qui va venir avec une sororité, donc des compagnonnes qui vont servir de garde du corps. Donc, ces gardes du corps-là, ce que ça va faire, c'est que quand Morgawet subit des blessures sur un 2+, ça les renvoie à l'unité qui l'accompagne. Donc, ça augmente beaucoup sa résistance, en fait, sa durabilité. Ça devient une Hag Queen qui a des chances de survivre à une phase de tir ou quelque chose comme ça. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Elle est 185 points, par contre, comparativement à 115 points, si ma mémoire est bonne, pour la Hag Queen régulière. Donc, je pense que si on a les points dans notre armée, ça devient intéressant de la jouer. Par contre, comme c'est un personnage nommé, on ne peut pas lui donner d'artefacts de pouvoir ou elle ne peut pas être notre général ni rien. Petit changement par rapport au Battleton précédent, les modèles qui l'accompagnent ont tous 2 points de vie, même les deux Witch Elves et la Sister of Slaughter. Donc, c'est quand même un 8 points de vie de plus, là, en quelque sorte, qu'on donne à Morgawet avec ses gardes du corps. Là. Ça me permet d'expliquer aussi le brouet de sang qu'on va revoir aussi sur les autres versions des Hag Queen. Donc, le brouet de sang, ce que ça fait, c'est que en phase de héros, on va cibler une unité Daughters of Cain entièrement à 12 pouces et cette unité-là va ajouter 1 au numéro finalement du nombre du round de bataille là, qui est en cours pour déterminer les bonus sur le rite de sang. Donc, c'est encore une autre manière d'aller augmenter, d'aller chercher nos bonus des rites de sang plus rapidement. Donc, c'est un changement par rapport à la version précédente qui était plus un au jet de blessure, si ma mémoire est bonne. Et on a une prière qui se lance sur du 3+, qui cible une unité ennemie à 3 pouces et qui va faire D3 blessures mortelles. Donc, s'il est en combat, moyen d'aller faire un petit peu de blessures mortelles à l'adversaire. C'est possible. Mais on a beaucoup de bonnes prières qu'on va vouloir lancer aussi. Donc, Oui, peut-être que parfois, c'est celle-là qu'on va choisir, mais il y en a d'autres très, très bonnes qu'on va avoir tendance à lancer plus souvent. Je me absolument. fais une petite note sur des gardes du corps avec un 2+. C'est vraiment des très, très bonnes gardes du corps. Là. Ça protège vraiment, vraiment bien Morgouet. Oui, c'est fou ce que la foi peut faire. On passe ensuite à la Reine Matriarche, une autre version sur Chaudron. Oui, donc c'est la Hag Queen sur Chaudron, qui, elle non plus, n'a pas énormément changé. Donc, une prière par tour comme prêtresse. Euh, on maintient encore une fois, comme avant, les blessures mortelles sur la charge sur 2+. Par contre, ce qui est bien comme amélioration, en fait, c'est les habiletés de l'avatar of Cain. D'une part, l'avatar de Cain va donner un bonus, comme je le disais tantôt, de +1 au jet de prière des prêtresses entièrement à 9 pouces. Donc, ça, c'est un très, très beau bonus. Ça vient fiabiliser nos prières qui sont très bonnes. Et l'autre chose aussi, c'est que l'Avatar of Cain est toujours animé. Dans l'ancienne version du Battle Tome, c'était seulement au tour 3, avec les bonus des rites de sang, que l'Avatar of Cain, on pouvait l'utiliser, qui devenait animé. Sinon, il fallait réussir une prière, donc gaspiller en quelque sorte notre seule prière avec une prêtresse pour animer l'avatar. Là, il n'y a plus de ça, il est animé automatiquement dès le tour 1. Donc ça, c'est vraiment une belle augmentation, surtout qu'il frappe assez fort, l'avatar of Cain. Hein. C'est 4 attaques, 3+, moins 2, 3. Donc c'est une belle capacité d'attaque. Elle a le brouet de sang, évidemment. Et on a encore une fois le bouclier de sang qui était là dans la version du Battletome précédent, qui est une très, très belle habilité. C'est que toutes les unités à portée de l'habilité, lorsque le chaudron est en pleine forme, c'est 18 pouces de rayon. Donc, toutes les unités vont avoir +1 à leur jet de sauvegarde. Donc, ça permet d'aller donner un petit peu plus de tankiness à nos gladiatrices qui sont très, très peu vêtues sur le champ de bataille.
Alors voilà, et elle a la même prière aussi, là, Caresse de la mort, qui permet de faire des 3 blessures mortelles à une unité à 3 pouces. Donc, très belle unité. Je pense que moi, je vais certainement jouer une comme ça dans mes listes, au moins pour passer une prière sur 2+, pour aller chercher le bouet de sang qui va être important. Et autre élément important à souligner, les chaudrons de sang, les 3 versions du chaudron, donc avec la Hag Queen, comme on vient de voir, mais aussi avec la Slaughter Queen et avec la Méduse, comme on a vu, sont toutes totems. Elles ont le mot-clé totem, ce qui fait que les habiletés de commandement vont être à 18 pouces, mais ça va aussi permettre d'utiliser, en fait, de déclencher un bonus qui est sur la charte d'unité des Witch Elves qu'on va voir tantôt. Grosse amélioration. Je trouve que l'avatar soit toujours animé, là. C'est énorme l'impact que ça a. Ah oui, oui, ça cogne très, très fort un avatar. On passe à la reine matriarche. Oui, ben en fait, c'est notre Hag Queen dont on vient de parler, mais encore une fois en version transport en commun, ou je peux dire à pied dans ce cas-ci, parce qu'elle a vraiment des pieds. Donc, c'est seulement 5 points de vue, 5 points de vie, pardon, sur une sauvegarde à 5+. Donc, très fragile comme petit personnage, mais très utile, brouette sang, comme j'ai parlé tout à l'heure, et les précieuses prières. Donc, voilà, mais je pense qu'on va peut-être préférer jouer la version à 270 points sur chariot pour aller chercher vraiment la durabilité que la version à 115 points à pied. Mais en même temps, on peut en avoir 2 à pied pour moins cher que le chariot en termes de points. Donc, il y a une petite décision à prendre ici. Puis comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de sorts, beaucoup de prières qu'on veut lancer, donc peut-être qu'on va vouloir le nombre plutôt que le chaudron. On a la reine du massacre aussi sur le chaudron. Oui, notre Slaughter Queen, qui est elle aussi une prêtresse, donc avec une prière par tour, mais qui également peut dissiper un sort par tour. Donc, ce n'est pas une sorcière, elle ne peut pas lancer de sort, mais elle peut dissiper un sort par tour. Même chose, elle est accompagnée avec un avatar de Kane, donc bonus de +1 au jet de prière, blessure d'impact de D3, blessure mortelle sur 2+, là, sur la charge. Bouclier de sang pour donner un +1 de sauvegarde, encore une fois, dans une bulle de 18 pouces. Alors, ce qu'elle a de particulier, la reine du massacre, c'est l'orgie du massacre, qui est une habilité de commandement qui lui permet de cibler une unité amie entièrement à 18 pouces, hein, parce que c'est un totem. Et si cette unité-là est à 3 pouces, à moins de 3 pouces d'une unité ennemie, elle peut attaquer. Donc, c'est une deuxième manière dans l'armée d'attaquer en phase de héros. Donc, c'est une habilité de commandement qui est très, très forte. Et on a aussi une prière qui est la danse maudite, qui va faire en sorte que elle va se donner l'effet de frappe en premier. Donc, elle va pouvoir attaquer en premier. Et on a la reine du massacre à pied aussi. Oui, bon, c'est la même chose hein, que la version sur Chaudron, mais encore une fois, beaucoup plus vulnérable, mais beaucoup moins cher en points. Donc, elle garde l'habilité de commandement orgie du massacre et sa danse maudite qui lui permet de se donner attaque en premier. Donc, l'attaque au début de la phase de combat, c'est beaucoup moins bon si elle est à pied parce qu'elle ne cogne pas si fort que ça. C'est très bon quand elle est accompagnée par l'avatar of Kane qui tape beaucoup plus fort. Et dans sa version à pied non plus, elle ne dissipe pas de sort, puis on n'a pas les autres habiletés du chariot. Donc, je trouve que la version en chaudron de sang est vraiment plus intéressante, mais si on souhaite multiplier les prêtresses, peut-être. Très bien. Et on passe à la nouvelle figurine, celle-ci, celle qui vient de sortir dans la boîte. On a entendu parler, elle est bonne, la grande gladiatrice. Oui, je pense que Games Workshop voulait vendre cette boîte-là parce que non seulement elle est très bonne, mais elle est vraiment pas chère en points. Elle est 90 points, c'est notre héros le moins cher et les buffs qu'elle donne sont vraiment excellents. Et en plus, elle a un wound de plus, sa caractéristique de blessure est à 6, alors que les deux autres, la Hag Queen et la Slaughter Queen, leur caractéristique de blessure est à 5. Donc, elle est un petit peu plus résistante, mais surtout, et en fait, il faut la voir comme une Sisters of Slaughter sur les stéroïdes, c'est-à-dire qu'elle a la même, elle se bat avec un fouet, elle a la même aussi capacité à faire un mouvement d'engagement à 6 pouces, mais de toute façon, on ne veut pas l'amener en combat. Ce qu'on veut, c'est l'utiliser pour son habileté parangon du massacre qui va faire en sorte que les armes de mêlée, en fait, des Sisters of Slaughter et des Witch Elves qui sont entièrement à 12 pouces d'elles vont avoir une caractéristique de blessure de 3 plutôt que 4 et une caractéristique de perforation de 1 plutôt que pas de perforation. Donc, c'est énorme le bonus. D'abord, c'est caractéristique de blessure qui passe à 4 plutôt qu'à 3 et c'est la caractéristique de blessure. Ce n'est pas un +1.
Donc, ça va être cumulable avec le +1 qui vient des rites de sang. Donc, c'est très, très bien passé. Donc, on va pouvoir se retrouver avec des witches ou des sisters qui, rapidement, grâce à la gladiatrice, vont blesser sur 2+. Donc, on va le voir tantôt, l'effet statistique de ça est énorme quand je vais présenter les chartes d'unité. Et en plus, comme si ce n'était pas suffisant, elle leur donne aussi une pénétration d'armure de 1. Et encore une fois, c'est la caractéristique de pénétration d'armure qui change, de perforation, pardon, qui vient de perforation de 1. Donc, très, très, très bon buffer. Sinon, elle a une petite habilité là, qui fait en sorte que à la fin de la phase de combat, on choisit un héros ennemi à 1 pouce, on jette un D3, on ajoute le nombre de blessures que le héros a subi dans la phase et si on bat sa caractéristique de bravoure, il est tué. Bon, ça n'arrivera pas souvent, c'est un petit peu compliqué. Ça prend un héros justement qui est presque mort. Hein. Il faut qu'il lui reste entre 1 à 3 points de vie pour que cette habileté-là puisse l'achever, le coup de grâce. Puis de toute façon, on ne veut vraiment pas amener la grande gladiatrice ironiquement en combat. C'est une grande gladiatrice, mais on veut qu'elle reste en retrait et qu'elle donne son bonus aux Witch Elves et aux Sisters of Slaughter. Donc, je vais voir, je pense que des listes vont en jouer. C'est presque un auto-include. En tout cas, si on joue des Witch Elves, des Sisters, c'est auto-include, puis probablement 2. Oui, c'est une cible de choix pour les adversaires qui ont du tir puis qui vont vouloir enlever des buffs à l'armée. Ah oui, si vous jouez contre des Daughters of Cain, vous tirez les grandes gladiatrices en premier, assurément. On passe aux unités, dans le fond, le plus Oui. les héroïnes, mais les unités comme telles, et on commence avec les Sœurs du Massacre. Oui, donc ça, c'est nos elfes avec des fouets, celles qui étaient à l'origine de ta petite introduction sur les fouets et le cuir. Alors, voilà, donc elles ont très peu changé. Hein, elles vont pouvoir avoir 2 attaques ou 3 attaques selon si on a choisi de leur mettre un bouclier ou pas, qui vont être sur du 3+, 4+, pas de perforation 1, mais ne vous fiez pas à ça. C'est des statistiques qui vont s'améliorer avec tous les buffs assez facilement. Donc, leur meilleure habilité, c'est évidemment leur capacité à faire un pile-in, un mouvement d'engagement de 6 pouces. Vincent, toi qui joues les Soul Blight avec les zombies qui ont cette habilité-là, tu sais à quel point c'est bon. Il y a différents trucs qu'on peut faire, se replier dans notre phase de mouvement, puis ensuite faire un pile-in à notre tour pour encore une fois jouer avec l'ordre d'activation des unités, etc. On peut courir, se rendre à portée à 6 pouces de l'adversaire, faire notre pile-in, donc s'engager même si on a couru, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une très belle habilité. Sinon, en fait, le porte-étendard fait en sorte qu'on peut relancer nos jets de déroute ratés. On va avoir la même habilité aussi sur les Witch Elves et la musicienne fait en sorte qu'on peut courir et charger le même tour. Donc, et on va avoir cette habilité-là aussi chez les Witch Elves aussi. Ça se combine très, très bien avec le +1 à la course, +1 à la charge qui vient avec les rites de sang. On peut courir et charger le même tour. Donc, avoir 2 pouces de mouvement de plus au cumulatif avec cette habilité-là. Et finalement, on a les boucliers. En fait, on peut choisir de les armer avec les boucliers. On perd une attaque quand on fait ça, mais on augmente leurs caractéristiques de sauvegarde à 5+, alors que c'est de base à 6+. Et nos jets de sauvegarde non modifiés de 6 vont renvoyer une blessure mortelle à l'attaquant. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'augmenter leur létalité un petit peu lorsqu'elles se font attaquer, là, avec les 6 qui renvoient des blessures mortelles, mais c'est plutôt anecdotique. Ça augmente un petit peu leur tankiness en allant à 5+, mais je trouve que la troisième attaque est vraiment intéressante. Quand on va cumuler les buffs, ça augmente énormément la létalité. Donc, moi, je ne suis pas sûr que le bouclier est le meilleur choix là, si le but de cette unité-là, c'est vraiment d'aller détruire des unités adverses. Ouais, je reviens juste sur la musicienne. Je trouve ça vraiment bon parce que tu peux courir et charger. Fait que tu vas toujours te permettre la course pour aller faire ton pile-in de 6 pouces, mais si l'adversaire se redéploie à l'extérieur du 6 pouces, tu as encore la possibilité de charger. Ce que j'ai pas, par exemple, tu mentionnais avec les zombies, si j'ai couru puis que l'adversaire se redéploie puis qu'il se redéploie au-delà de 6 pouces, je peux plus tenter une charge alors qu'avec les Sœurs du Massacre, tu peux toujours tenter la charge. Ouais. C'est excellent. Cette unité-là va être tellement difficile à affronter pour les adversaires et elle trouve tellement d'options. Je la trouve superbe. Et c'est 135 points pour 10. Wow. On passe aux versions qui n'ont pas de fouet, les Witch Elves. Oui, les Witch Elves, qui, elles, sont 115 points pour 10. Donc, on a quand même un écart de 20 points qui est significatif parce que c'est aussi des unités souvent qu'on va vouloir jouer
probablement par bloc de 20, peut-être même 30 parfois. Donc, sur 20, là, on compare 270 à 230 points. On commence à avoir un écart quand même significatif, d'autant plus que leur létalité va être semblable, voire les Witch Elves vont être capables d'aller chercher un petit peu plus de létalité plus facilement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une décision à prendre. Par contre, les Witch Elves n'ont pas le pile-in à 6 pouces. Donc, il y a ça qui crée quand même une différence assez importante. Donc, je l'ai dit, elles ont la même habilité de pouvoir relancer leur jet de déroute raté et de pouvoir aussi courir et charger le même tour. Elles aussi peuvent avoir 2 attaques ou 3 attaques selon qu'elles ont le bouclier ou pas. Bouclier qui leur donne une sauvegarde à 5 plus plutôt que 6 plus et qui renvoie des blessures mortelles sur un 6 non modifié de jet de sauvegarde. Mais leur habilité, leur caractéristique distinctive, ça va être la ferveur frénétique. On va ajouter 1 au jet de blessure de leurs attaques lorsqu'elles sont entièrement à 12 pouces d'un totem, les totems étant un chariot. Donc là, on va beaucoup plus facilement aller chercher notre bonus de jet de blessure. On se souvient aussi qu'on a la grande gladiatrice qui amène leurs caractéristiques pour blesser à 3+. Avec un totem, on est sur du 2+. Donc, on va très, très rapidement avoir des Witch Elves qui vont être sur du 2+, 2+ pour toucher. Et tu as fait un tableau comparatif là, pour les dommages. Oui, exactement. Donc, dans la première colonne à gauche, on voit, j'ai compté pour les Witch Elves et les Sisters of Slaughter de base, donc comme la charte d'unité nous présente les statistiques sans aucun buff, les deux ont les mêmes dégâts et je l'ai compté pour 3 attaques chacune, donc 100 boucliers. Donc, on voit que c'est assez anecdotique. Et je l'ai compté pour un groupe de 20, donc une unité de 20 où les 20 modèles pourraient attaquer, ce qui est tout à fait réaliste parce qu'elles sont sur des socles de 25 mm. Donc, on voit qu'elles ont beaucoup de misère quand l'adversaire a une bonne sauvegarde. Hein, contre du 2+, on fait 3,3 blessures mortelles pour 61 attaques. J'ai dit blessure mortelle, blessure régulière, évidemment. Là. Donc, 20 Witch Elves, 20 Sisters of Slaughter, c'est 61 attaques. Donc, même contre la sauvegarde à 4+, on est à 10 blessures. Pour vous montrer l'effet de la gladiatrix, donc la grande gladiatrice qui donnait +1 en quelque sorte au jet de blessure et donnait 1 de perforation d'armure. Donc là, on passe déjà à 9 blessures plutôt que 3,3, 3,4 contre une sauvegarde à 2+, puis contre une unité standard qui a une sauvegarde à 4+, on est à 18 blessures en moyenne plutôt que 10. Donc, juste l'effet de la grande gladiatrice est très, très bon. Ensuite, on voit la colonne Witch Elves, full buff. Ce serait généralement à peu près la même chose avec les Sisters of Slaughter. C'est juste un peu plus difficile d'aller chercher le 2+ to wound avec les Sisters of Slaughter. Donc, quand je dis full buff, c'est les 6 explosifs avec l'habilité de commandement ou avec la prière catéchisme du meurtre. C'est 2+ pour toucher, 2+ pour blesser et 1 de perforation d'armure qu'on est allé chercher avec la gladiatrice. Voilà. Donc, là, on voit que les statistiques, ça devient complètement monstrueux. C'est 17 blessures contre un 2+, puis contre une unité qui est sur du 4+. Nos 20 Witch Elves à 230 points, plus les unités qui buffent, font 33,9 blessures mortelles en moyenne. Donc, ça détruit littéralement tout ce que ça touche. Mais c'est pas tout. On est capable aussi d'aller chercher une perforation à 2 plutôt qu'à 1. Par exemple, si on est dans André Ganette, sur la charge, on a ça, en plus du bonus de la gladiatrice, on arrive à -2. Si on a réussi à passer Mind Razor, on a aussi une perforation supplémentaire, donc on est capable d'aller chercher le -2. Donc, on a différentes manières dans l'armée d'aller chercher une perforation d'armure de 2 sur nos Witch Elves. C'est difficile d'aller chercher ce -2-là, mais c'est possible. Mais regardez les chiffres. Même contre un adversaire qui a une sauvegarde à 2+, on est à 25 blessures en moyenne. C'est 42 contre une sauvegarde à 4+. Finalement, c'est point, clic, delete. C'est monstrueux. Je parlais de moissonneuse-batteuse. C'est vraiment ça. Et en plus, je n'ai pas compté le +1 aux dégâts sur la charge qu'on pourrait avoir avec Mind Razor. Si on a ça, on double, on multiplie par 2. Donc, on peut aller chercher des dégâts qui sont des 60, 80 dégâts contre l'adversaire. C'est monstrueux à quel point ces unités-là prennent bien les buffs. C'est incroyable. Avec 25 dommages contre du 2+, ça veut dire que tu tues un Archaon, tu tues un Kragnos en un tour. Là. Bon, évidemment, il pourrait se donner à la défense, être sur best day ever, puis peut-être venir
mitiger un peu le dommage, là, les buffs, là, compenser. Mais c'est terrible, c'est horrible. Là. Ouais. C'est terrifiant. Oh, oui, On, la létalité est monstrueuse, assurément. Ouais. Puis c'est pas du Theory Hammer qui est très difficile à avoir. Là, on l'a vu, j'ai déjà présenté la plupart des habiletés qui buffent. C'est des habiletés statiques ou des prières sur 2+, ou c'est vraiment assez facile à aller chercher comme bonus. C'est très fiable, donc ça va être ça, la létalité des Daughters of Cain. Ça fait très mal. on passe aux rôdeurs de l'ombre, les Shadow Stalkers. Oui, qui était très joué hein, jusqu'à maintenant parce que bon, ça donnait une superbe mobilité. Ils ont encore leur mobilité, donc ils peuvent encore se téléporter à 9 pouces de l'adversaire, mais c'est leur seule habileté. Donc, ils ne frappent pas très fort, ils n'ont pas de bonus de charge, ils coûtent maintenant 150 points. Donc, le travail qu'ils font, on va pouvoir le faire avec des Kinerai de manière plus efficace et moins coûteuse. Donc, moi, je pense qu'on va beaucoup moins les voir dans les listes. Peut-être que je me trompe. Les auditeurs qui sont des fervents euh, fans des rôdeurs de l'ombre pourraient me contredire dans les commentaires, mais moi, je pense qu'ils ont été nerfés. On passe aux conjurateurs du feu maudit. Oui, les Doomfire Warlock, qui eux aussi ont très peu changé, en fait. Donc, c'est encore des sorciers qui ne sont pas un héros, donc ils n'ont pas accès aux sorts du domaine de l'ombre, parce que c'est bien spécifié que les sorts du domaine de l'ombre ne sont accessibles qu'aux héros sorciers Daughters of Cain. Donc, ils ne connaissent que leur sort de War Scroll ainsi que Arkenbolt et Mystic Shield. Par contre, lorsqu'ils sont 5 modèles ou plus dans l'unité, ils ont +1 à leur jet de lancement et de dissipation. Donc, 5 Doomfire Warlock lancent leur sort avec plus de fiabilité que Moratti. Voilà. Donc voilà, et leur sort est quand même bien. Donc, c'est un sort qui a une portée très courte à 12 pouces, mais lorsqu'il y a 5 modèles ou plus dans l'unité qui lance le sort, c'est des 6 blessures mortelles. S'ils sont 10 ou plus, c'est 6 blessures mortelles flat le sort, donc ça peut faire mal. C'est 14 pouces de mouvement, c'est des socles de cavalerie, donc ça peut faire une unité qui bloque aussi beaucoup l'adversaire, un écran là, qui occupe beaucoup de place sur la table, mais c'est quand même 145 points pour l'unité, donc je pense pas qu'on va les voir jouer vraiment. Là. Ça va être très difficile de les rendre utiles à hauteur de leurs 145 points. On passe à l'avatar de Kane. On peut le jouer directement à pied, pas sur un chaudron. Oui, puis lui, ce War Scroll-là a un peu changé. Là. Les habiletés ont changé par rapport à la version précédente. Donc, on a 9 points de vie sur du 4+. On a, comme la version sur Chaudron, 4 attaques, 3+, -2, 3. Donc, quand même, il peut cogner assez fort. +1 aussi hein, au jet de prière des prêtresses qui sont entièrement à 9 pouces de lui. Ce qui a changé, en fait, c'est que maintenant, il a une protection de 5+. Donc, ça le rend beaucoup plus tanky. Sauvegarde à 4, protection à 5. Donc, c'est le genre qui reste jusqu'à la fermeture des barres. C'est difficile de lui montrer la porte. Et finalement, en fait, une autre petite règle intéressante, la colère de Cain, cette unité-là compte comme un monstre pour les besoins de la règle fureur monstrueuse. Donc, mais on va pouvoir seulement faire les fureurs monstrueuses piétinement, donc des 3 blessures mortelles sur 2+, et écroulement, qui est de détruire sur 3+, là, un terrain ennemi ou en bref, un terrain ciblé. Donc, c'est intéressant, c'est des petites habiletés qui le rendent peut-être jouable. De mémoire, il est 155 points si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un beau marteau pour 155 points. Je pense qu'il y a des listes qui vont le jouer. Et on passe maintenant aux infâmes rôdeuses de sang. Elles ont terrifié le méta il y a quelques mois. Comme tu l'as mentionné, c'est un peu moins le cas maintenant. Il y a plusieurs factions qui ont maintenant un Battletome V3 qui se sont renforcées, donc ça les a un peu, en comparaison, baissés dans le méta, mais ça demeure terrifiant, là, un bloc de 15 rôdeuses de sang, ce que ça peut faire. Oui, vraiment. Par contre, ce qui les a aussi peut-être nerfés un petit peu, c'est l'arrivée de la nouvelle règle qui fait en sorte que le déchaîner les enfers, en fait, pour pouvoir tirer, il faut être à 6 pouces de la cible. Comme ils sont souvent joués dans des blocs en bloc de 15 et que leur socle est de 40 mm, c'est pas toute l'unité généralement qui peut faire là, le Unleash Shell, le déchaîner les enfers. Donc ça, c'est un petit nerf qu'ils ont subi aussi. Mais oui, elles ont terrifié le méta longtemps et le War Scroll n'a pas changé. Et comme on a vu tout à l'heure, l'aptitude de commandement de Moratti qui leur permet de tirer en face des héros n'a pas changé. Donc cette liste-là est encore jouable. Elles sont 180 points pour 5. Donc ça non plus, ça n'a pas changé de mémoire.
Donc, c'est vraiment là, une unité qui est chère, mais qui faisait le travail quand elle était très jouée. Donc, ça n'a pas changé. Portée de 24 pouces, 2 tirs, 3+, moins 1, et les jets non modifiés de touche de 6 font une blessure mortelle. Donc, ce qui est infâme, c'est vraiment qu'elle puisse tirer en phase de héros et retirer en phase de tir. Avec une portée de 24 pouces, elles ont un mouvement de 8 pouces, donc la portée effective est de 32 pouces en phase de tir. Donc, c'est vraiment encore une belle unité de tir. Puis, je me permets ici quand même un petit commentaire. C'est comme présentement, ça ne domine pas le méta. Les Dollar King ne font pas juste des 5-0. Il y a plein d'armées qui sont capables de gérer le bloc de 15. Euh, Pourquoi le changer? Somme toute, il y a plein de joueurs qui ont déjà peint leur armée, puis il y a un nouveau Battle Tome qui arrive rapidement après le Battle Tome précédent. Ça peut être quand même un petit peu frustrant pour un joueur qui a monté sa liste de tournois d'être obligé de toute la changer. Donc, ça demeure très, très fort. Ça va être difficile pour certaines armées de réussir à contourner ou éliminer les Médusailles. Mais dans le méta actuel, dans le méta compétitif, ça pose pas problème. C'est à la hauteur de d'autres unités qui sont très, très fortes et qui dominent le méta. Donc, go. Absolument. Ah, tout à fait d'accord avec toi. Je suis content pour les joueurs qui avaient peint, assemblé cette unité-là avec les arcs, que ça demeure jouable comme ça l'était avant. Et avec l'arrivée du nouveau Battle Tome, elles ne sont plus des cibles prioritaires, hein. Avec le Battle Scroll, la chasse, les rôdeuses de sang avaient été mises comme cible prioritaire. Donc, quand on détruisait l'unité, on avait un point de victoire supplémentaire. Puis si l'unité avait été augmentée, on avait un point de victoire par tranche de 5. Donc là, c'est plus le cas. Donc, vraiment, Games Workshop considère qu'elles ne sont plus autant de menaces qu'elles l'étaient avant, je pense. Et on passe ensuite à la version corps à corps, les sœurs de sang. Oui, qu'on va voir beaucoup plus. On les voyait pas jouer ou très, très peu. Là, vraiment, on a un retour des listes Mélusailles. On l'a vu avec Zentarkai, qu'on peut les débloquer en ligne, on peut aussi les débloquer en ligne, là, les deux unités de Mélusailles, quand notre général est une méduse. Donc, on a Zentarkai qui leur permet aussi d'attaquer avant d'être retirés là, de la table de jeu lorsqu'elles sont tuées. Euh, et elles ont eu un petit buff, en fait, donc leur habilité qui permet de faire une blessure mortelle après avoir attaqué. Avant, c'était sur du 3+, donc maintenant, c'est passé à du 2+. En fait, même au départ, c'était 4+. Là, on est passé à du 2+. Donc, après que l'unité a fait toutes ses attaques, on va choisir une unité ennemie à 1 pouce. On va lancer un dé pour chaque mélusaille, pour chaque sort de sang. Et sur 2+, c'est une blessure mortelle. Donc, ça augmente vraiment la létalité de l'armée de l'unité, évidemment. Et c'est quand même une unité là, qui était quand même bonne avec 3 attaques, 3+, moins 1. Euh, Par contre, ils sont 140 points pour 5. Donc c'est quand même abordable, mais c'est 10 points de vie sur 5 plus. Donc un petit peu plus cher qu'une unité de 10 Sisters of Slaughter ou 10 Witch Elves. Mais elles prennent très bien les buffs aussi, on va le voir dans le tableau qui suit. Alors, voilà le tableau de statistiques. Donc, Mélusaille de base, donc, tel que le War Scroll l'est, c'est quand même assez violent. Là, je l'ai compté pour 10 Mélusaille. Tantôt, j'avais fait les statistiques pour 20 Witch Elves, donc avec une augmentation. Donc, j'ai choisi de faire la même chose ici. Je pense qu'on va plus les jouer par groupe de 10, peut-être même 15, quoique ça commence à être coûteux, que par 5. Donc, par groupe de 10, contre une cible qui aurait une sauvegarde à 2+, on est déjà à 13 blessures en moyenne. C'est sûr que le fait de faire des blessures mortelles sur 2+, quand on a 10 mélusailles, ça augmente beaucoup la létalité. Et quand on arrive contre du 4+, on est à 17 blessures et demie en moyenne. Donc, j'ai mis aussi la colonne pour les mélusailles full buff, si on veut, en bon français. Donc là, c'est des mélusailles qui seraient sur 2+ pour toucher, 2+ pour blesser, et qui auraient une attaque supplémentaire. Donc, on a différents moyens dans l'armée de leur donner une 4e attaque aux mélusailles, notamment avec le trait de commandement là, poussé par la vengeance. On a la Iron Scale qui peut le faire. On a Moratti de Shadow Queen aussi, comme je le disais tantôt, qui peut le faire. Donc, avec 4 attaques qui touchent sur du 2, blessent sur du 2. Donc, je n'ai pas compté Mind Razor. On commence à faire très mal aussi. 19 blessures en moyenne contre du 2+, 31 blessures contre du 4+. Ce qu'on remarque par contre, c'est que même si c'est très fort, les Mélusailles prennent un peu moins bien les buffs que les Witch Elves et les Sisters of Slaughter, où elles deviennent complètement explosives parce qu'elles saturent beaucoup plus. Là, ici, c'est quand même des chiffres qui sont très, très beaux. On voit que ça va être très létal, les Mélusailles, mais
un petit peu moins que les Witch Elves et les Sisters of Slaughter, mais ça demande aussi moins d'efforts, moins de héroïne, moins d'action pour les amener à ces buffs-là. Dans les buffs aussi, je leur ai mis les 6 explosifs, évidemment, dans les statistiques que vous voyez. Et on passe à nos dernières unités qui sont vraiment de bonnes unités qui vont combler nos listes. C'est les étripeuses Kinerai ou les égorgeuses Kinerai. Oui, et à mon avis, les étripeuses, donc celles qui tirent, sont nettement supérieures aux égorgeuses qui sont plutôt de combat. Pourquoi? À cause d'un petit changement qu'il y a eu sur le War Scroll des étripeuses, donc celles qui sont armées de javelots. En fait, avant, lorsqu'elles arrivaient en jeu, en fait, après avoir tiré, sur un 4+, elles pouvaient faire un mouvement de 6 pouces. Maintenant, ce mouvement-là est automatique. Donc, après qu'elles aient tiré, elles peuvent bouger de 6 pouces, ce qui est vraiment très, très bon parce qu'on peut les faire apparaître. La caractéristique, en fait, principale des Kinerai, leur intérêt, c'est qu'on peut les déployer en réserve, donc elles survolent le champ de bataille et à la fin d'une de nos phases de mouvement, n'importe laquelle de nos phases de mouvement, là, il n'y a pas de contrainte, que ce soit avant la fin du tour 3 ou quoi que ce soit, on peut les mettre n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Or, le but de ce genre d'unité-là, souvent, c'est d'aller chercher un objectif qui est mal défendu par l'adversaire. Mais souvent, l'adversaire va avoir laissé une petite unité placée sur l'objectif de manière à ce qu'on ne puisse pas s'amener à plus de 9 pouces de son unité, mais toucher à l'objectif. Donc là, on apparaît à 9 pouces, mais avec le mouvement de 6 pouces automatique, on peut amener nos 5 Kinerai souvent sur l'objectif, puis peut-être venir le voler ou le contester. Ce qu'elles ont perdu, c'est le bonus. Avant, quand elles arrivaient en jeu, là, elles avaient un bonus à la perforation. Là, elles l'ont perdu. Donc, ça va vraiment être anecdotique comme tir. Là, on le voit, elles ont une attaque de tir, 3+, moins 1. Donc, ça va faire en tout 6 attaques. Avec le tir supplémentaire de la héroïne, c'est complètement anecdotique. Donc, ils ne sont pas là pour tuer quoi que ce soit. Si elles le font, ce sera un bonus qu'on prendra, mais ce sera une belle surprise. Elles sont là pour venir menacer des objectifs qui sont mal défendus. Du côté des égorgeuses, la version de combat, pourquoi je les aime moins, c'est qu'elles, elles n'ont pas ce mouvement automatique-là. Donc, elles apparaissent à 9 pouces de l'adversaire, elles doivent réussir leur charge. Ça va être une charge à 8 généralement parce qu'on va avoir le +1 là, que les rites de sang nous donnent à la charge. Donc, une charge à 8, ça se rate assez souvent et elles n'auront pas un très, très gros impact. Donc, une unité de 5, ça va être 11 attaques, 3+, moins 1. Ça va être difficile pour elles de tuer quoi que ce soit qui a un petit peu de tankiness. Donc, ça va être plus difficile pour elles d'aller chercher un objectif. Et pour aller chercher l'objectif, au tour où elles apparaissent, elles doivent réussir une charge généralement, donc s'exposer. Puis c'est 1 point de vie chaque sur 5 plus de sauvegarde. Donc l'adversaire, s'il peut riposter, il va les tuer, puis on n'aura plus les modèles pour contrôler l'objectif. Leur habilité particulière, c'est qu'après avoir combattu, sur 4+, elles peuvent faire un mouvement de repli de 6 pouces. Mais c'est sur un 4+, c'est vraiment pas fiable. Même si on réussit notre charge à 8, on attaque l'adversaire, on lui fait perdre des modèles, on veut se replier pour pas qu'il puisse contre-attaquer puis qu'on garde le contrôle de l'objectif, ben, sur 1, 2 ou 3, ça fonctionne pas. Il peut contre-attaquer dans nos petites kinérailles fragiles. Donc, moi, personnellement, je vais jouer plutôt la version de tir parce qu'ils sont plus fiables pour faire ce qu'on veut qu'elles fassent. Puis en plus de ça, ben, les étripeuses Kinerai, on l'a vu précédemment, ben, si tu joues 2 unités, ça te donne une tactique de bataille automatique. Le tour où elles apparaissent, elles vont réussir leur choc et volte-face, les deux automatiquement. Donc, on vient de faire un 2 points. Donc, je pense que la majorité des joueurs vont essayer de trouver la place pour mettre 2 unités dans leur liste. Des tripeuses, évidemment, et pas des gorgeuses, parce que là, ça devient trop aléatoire. Et on termine avec les sorts persistants ou prières persistantes dans ce cas-ci. Alors, on a d'abord la vipère incarnate. Oui, la vipère, qui est un très, très beau sort. Elle a gardé son habileté frappe de croc, en fait, qui fait en sorte que, donc, on choisit une unité à 1 pouce du sort persistant après l'avoir déplacé. Donc, il se déplace et vole de 9 pouces après avoir été placé là, entièrement à 9 pouces du lanceur. Donc, cette habileté-là, on va choisir une unité ennemie, on lance 3 dés, et pour chaque jet qui est supérieur ou égal à la caractéristique de blessure de l'unité choisie, une des figurines est tuée. Donc, on voit tout de suite que c'est très, très fiable contre les
unités qui ont des modèles avec une très faible caractéristique de bravoure. Donc, celles qui ont un point de vie, c'est 3 morts automatiques, et ainsi de suite. Mais c'est aussi 3 chances, par exemple, de tuer automatiquement un héros qui serait à 5 ou 6 points de vie. Donc, on lance, si le héros ciblé adverse a 6 points de vie, on lance 3 dés, puis si on lance un 6, il est automatiquement tué. Donc, c'est un sort qui est utile contre vraiment différents types d'unités. Et ils ont rajouté une habilité au sort qui est monstre de sang. Donc, à la fin de la phase de charge, on peut se servir de ce sort-là comme un monstre pour les besoins de la fureur monstrueuse qui permet en fait le piétinement. Donc, on peut faire un petit D3 blessure mortelle à une unité à la fin de la phase de charge sur 2+. Donc, ça augmente un petit peu sa létalité. Donc, c'est un sort que je pense qu'on va voir jouer. Puis, le modèle est super beau en plus. Oui. Et terrifiant pour l'adversaire. Ouais. Vent de lame. Vent de lame, ça, c'est pas très bon. C'est un sort, en fait, qui va avoir un petit peu plus de mobilité. Donc, on le place entièrement à 9 pouces de l'adversaire, mais euh, il vole de 12 pouces. Toutes les unités qu'il va avoir survolées et celles qui se trouvent à 1 pouce de lui à la fin du mouvement, sur 2+, vont subir une blessure mortelle. Donc, c'est très anecdotique comme dégâts. Et il va faire en sorte que ces unités-là ne pourront pas, donc les unités qui sont à 12 pouces du sort persistant ne pourront pas bénéficier là, des modifications là, à leur jet de sauvegarde par le fait d'être en couvert. Donc, je pense qu'il ne sera pas joué du tout, certainement pas. Peut-être un petit commentaire avant qu'on change la diapositive sur la vipère incarnate. J'ai dit que sa portée était de 9 pouces. On se souvient qu'il y a un artefact qui permet de doubler la portée d'un sort persistant qui serait lancé, qu'on peut donner à la méduse. Donc là, à ce moment-là, on aurait une portée de 18 pouces plus un 9 pouces de mouvement. Donc, ça donne un 27 pouces de portée à un sort qui peut aller cibler un petit héros. Donc, contre des armées qui ont des héros buffers importants, si on a ce petit combo-là, ça permet peut-être d'aller les tuer là, un peu plus facilement. Et on passe, celle-ci, c'est une prière persistante, si je ne me trompe pas, c'est le cœur de fureur. Oui, qui, je pense, a été volé au Séraphon. Ça donne, en fait, cette prière-là, donc, va avoir un effet bulle. Donc, on va, au début de la phase de combat, lancer un dé. Sur un 1 à 5, on va avoir dans une bulle, en fait, de 12 pouces, l'effet du Thunder Lizard. Donc, les attaques qui ciblent nos Daughters of Cain vont voir leurs dégâts diminuer de 1. Donc, c'est une belle manière de protéger nos unités. Là, c'est très, très fort. Et en plus, si on lance un 6, en plus d'avoir la réduction là, des dégâts des attaques adverses, on va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de nos unités qui sont apportées là, entièrement à 12 pouces. Donc, c'est une espèce d'effet buff qui est vraiment intéressant. Ça augmente, ça protège notre unité, puis ça augmente leur nombre d'attaques sur un 6. Ça n'arrivera pas souvent. Là. On va surtout le jouer pour protéger nos unités. Puis si on lance un 6, le sort, ou plutôt la prière, est automatiquement dissipé, là, retiré du jeu. Donc, c'est seulement 45 points. Donc, je pense qu'on va le voir dans des listes aussi, là, certainement. Excellent. Alors, ça fait le tour du Battle Tome des Daughters of Cain. Alors, Yann, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, je pense que c'est une armée, comme je l'ai dit, qui va pouvoir avoir une très, très belle létalité, qui va être cognée très, très fort. Par contre, c'est une armée qui va être très fragile, qui est très dépendante de la capacité à mettre en place des buffs. Donc, je suis très ambivalent quant à sa place sur le méta. Je pense qu'il y a des armées qui vont arriver à les gérer assez bien. Il y en a d'autres qui vont se faire passer dessus là, comme par un train. Donc, j'ai de la misère à les situer dans le méta. J'ai pas l'impression qu'on a une armée qui va être top méta. Elle va être invincible contre certaines armées, mais il y en a d'autres qui vont bien la gérer. Il y a aussi, je trouve que j'ai commencé à essayer de travailler des listes. J'ai pas osé vous en présenter une pour l'instant parce que je trouve qu'il y a trop de choses à tester qui méritent d'être testées, pas juste d'être évaluées avec le Theory Hammer. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les jouer, je vais les tester, puis sur la chaîne, on fera peut-être une autre vidéo, retour d'expérience, ou peut-être dans un rapport de tournoi où j'aurai joué Daughters of Cain, je pourrais parler davantage des listes que j'ai testées, mais pour l'instant, je trouvais ça hasardeux, vraiment, puis je suis curieux de savoir, les auditeurs, là, comment vous les situez a priori dans le méta, les Daughters of Cain, parce que pour moi, c'est difficile. C'est difficile de les situer. Je trouve qu'elles sont un peu pile ou face dans leur approche. OK.
Faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un tombe de bataille et qu'on essaie de situer l'armée dans le méta, c'est toujours difficile. Là. Dans le fond, on n'est pas meilleur qu'un autre. On prend un guess, si vous me permettez l'expression, puis on s'essaie, mais c'est très, très difficile. Surtout un livre comme ça qui joue beaucoup sur des combos. Il y a des armées que c'est plus facile. Les Stormcast, par exemple, on voyait les War Scrolls étaient tellement bons en soi que c'était facile de voir la force des dragons, par exemple. Mais pour les Daughters, là, c'est tellement difficile, il y a tellement de synergie, il faut penser au méta, comment le méta va pouvoir répondre, bref. Ce qui est certain, c'est que ça semble une super belle armée, qui a Ah ouais. plusieurs constructions de listes possibles et elle semble vraiment amusante à jouer. Là, j'ai hâte de l'affronter. Juste pour vous donner une idée là, de la quantité de buffs et pourquoi je trouve ça complexe de voir comment cette armée-là va fonctionner, pourquoi je suis hésitant quant à la construction de liste pour l'instant. On a deux manières différentes de pouvoir faire attaquer des unités en phase de héros. On a deux manières différentes de se donner les 6 explosifs. On a 4 manières différentes de donner plus une attaque à nos Mélusailles. On a 5 manières différentes de faire avancer des unités dans les bonus des rites de sang. On a 4 manières différentes de se donner un +1 au jet de blessure. On a 3 manières différentes d'améliorer notre perforation d'armure. On a une manière d'augmenter notre caractéristique de dégâts. Puis on a 3 manières différentes de faire en sorte qu'une unité attaque 2 fois, là, attaque lorsqu'elle meurt ou attaque 2 fois dans la ronde de bataille, dans le tour de bataille. Donc, la quantité de buffs, puis les différentes manières, puis la redondance entre les sources de buffs fait en sorte que ça devient extrêmement difficile de penser une liste et sans l'avoir joué. Et tous ces buffs-là ne peuvent pas rentrer dans la même liste, Non, évidemment, il va falloir faire des choix. oui. Eh bien, c'est ce qui conclut notre analyse du tombe de bataille des Daughters of Cain. Si vous avez aimé, encore une fois, un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, puis ça nous aide à être vu davantage, puis à faire grossir la chaîne. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.